Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture. 2 ingrédients pour atteindre une belle cinquantaine. Et avoir un Rolex. Et aussi parce que c'est notre 50e épisode. Sérieux? Ouais, Oh la vache, je compte pas moi. 50e épisode. J'ai pas les chiffres complets en tête, mais on est à 79h11 minutes de contenu. Si vous savez pas quoi faire de vos 4 prochains jours. C'est ça. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume? Alors, aujourd'hui, on va commencer par s'attaquer à un mouvement philosophico-chelou qui s'appelle l'anthroposophie. Et ensuite, on parlera d'un bienfaiteur de l'humanité qui s'appelle Antoine Crozat. Je sens qu'il y a beaucoup d'ironie dans ce sommaire. Donc c'est moi qui commence en parlant d'anthroposophie. Exactement. Mot inventé, qui ne Oui. veut rien dire en dehors de l'anthroposophie. Je sais pas, une sorte de philosophie de l'homme. La sagesse de La l'homme. sagesse de Parce l'homme. que Sophia, Sophia, tu vois. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je veux. Oui. Bon, pour te raconter un petit peu la jeunesse du truc, il y a quelques jours, je suis tombé sur un article qui dénonçait les dérives des écoles Steiner-Waldorf. D'accord. C'est des écoles parallèles Ouais, des trucs privées. pour hippies très riches. Oui, généralement. Et en gros, l'article parlait de roux qui se faisaient tabasser et d'adultes qui jouaient de la flûte, littéralement, qui jouaient de la flûte pendant que les gamins se foutaient sur la gueule. Hein. Ça fait un peu catch, quoi. Ça fait un peu musique d'entrée. Oui, peut-être, je sais pas. Moi, c'était ça. J'avais dit, ouais, ils se foutent sur la gueule en mode Royal Rumble, un peu. Ça m'intéressait, du coup, parce que des roux qui se font taper dessus, c'est toujours marrant. Bah oui, Alors bon, blague à part, laissez pas vos enfants se battre. Et les roux ont une âme. Ça a été exactement. certifié par le pape. C'est vrai. Donc, Gloire à lui et gloire au roux. ne les discriminez pas, c'est mal. Mais donc, je me suis un peu renseigné, parce que j'avais déjà vaguement entendu le mot Waldorf Steiner, Steiner Waldorf, ça dépend des régions. Waldorf Astoria. Oui, alors, c'est un rapport de nom, mais alors j'ai pas bien compris comment ça avait un rapport avec le Astor dont on a déjà parlé. On verra plus tard. Donc bon, c'est des écoles qui suivent les conceptions pédagogiques donc, de Rudolf Steiner, D'accord. inventeur de l'anthroposophie. Espagnol. Oui, de nom autrichien, on verra. Et donc, toutes ces écoles sont liées à la Société anthroposophique universelle qu'a fondée Rudolf Steiner au début du XXe siècle. Donc, bon, bah forcément, ça pique ma curiosité. J'ai voulu savoir ce que c'est. Parce que pour être franc, Rudolf Steiner, j'avais déjà lu le nom. Oui. Déjà parce que j'ai lu Le Pendule de Foucault. Très bon roman que je conseille à tout le monde. Et puis parce que on arrête de faire monter le suspense. Enfin, tu l'as un peu dit dans le sommaire. On va parler un petit peu ésotérisme, occultisme, parce que l'anthroposophie, c'est ça, quand même. C'est à fond occultisme. Un Autrichien qui a un petit penchant pour l'ésotérisme et des grands principes pour l'éducation de la jeunesse, ça promet. Oui, alors, il est mort avant. Mais effectivement, il y a un peu des liens vers la fin. Enfin, faut pas dire trop fort, parce que les anthroposophes, ils ont un petit peu honte de cette partie de leur histoire. Mais donc oui, on va parler ésotérie, occultisme, donc karma, chakra, esprit, société secrète, corps astral, ou charlatanisme. C'est un point de vue. Comme on veut. Voilà, ça dépend. Enfin, charlatanisme supposé. Oui, non, mais voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une question de point de vue. C'est une question légale aussi. Oui, aussi. Surtout. Et d'ailleurs, je ne vais pas trop rentrer dans les dogmes des différentes sociétés ésotériques dont on va parler là. Déjà parce que c'est ultra long. Oui. On le verra, mais par exemple, les œuvres de Rudolf Steiner, c'est 350 bouquins. Sur 2 semaines, t'as eu le temps d'en lire qu'une petite moitié. Voilà, c'est ça. Et puis ça a commencé à être long. Et puis bon, comme on essaie de faire des épisodes un peu plus courts en ce moment, je me suis dit que faire un épisode de 18 heures, c'était peut-être un peu beaucoup. Bah, un cycle de conférences. Ah bah on va beaucoup parler des conférences, parce qu'on va avoir beaucoup de conférenciers. En fait, du coup, je me suis intéressé plus à ce qui amène à l'anthroposophie. Parce que là, en fait, il y a tout un cheminement dans l'occultisme qui amène à l'anthroposophie. Donc, on va parler un petit peu de ça. Bon, pour commencer, les sociétés secrètes, c'est-à-dire les trucs où tu as des secrets sur l'origine de l'univers, des poignées de main secrètes, tout plein de trucs secrets, c'est aussi vieux que la civilisation. Oui, bah, il faut se sentir un peu spécial par moment. Voilà, c'est ça. Non, mais par exemple, Pythagore, pour la plupart des gens, c'est une histoire de théorème et de triangle. Oui. Mais en fait, Pythagore, c'est, selon un Allemand occulte du 19e siècle, le premier maître universel. Réincarné dans Trump aussi. Sûrement. Je veux dire, de toute façon, c'est un maître universel, donc il peut faire ce qu'il veut. Oui. Parce que, donc, dans la suite, ce que je vais appeler maître, entre guillemets, c'est... Oui, appelle-moi maître. Oh, pardon. Non, alors voilà, c'est pas ce genre de maître-là. C'est des types qui ont compris des trucs, tu vois.
qui sont un petit peu au-dessus de la mêlée. Qui sont illuminés un peu. Alors, illuminés ou initiés. Enfin, dans le sens bouddhiste. Alors, oui, à un moment donné, ça va être un peu ça. Initiés, enfin, c'est des maîtres initiés. Bon, en gros, c'est des types qui ont compris des choses, qui ont trouvé des secrets et qui sont prêts à partager un petit peu leur sagesse. En gros, hein. Ok. Toujours question de point de vue, tout ça, mais voilà, pour la suite, maître, c'est ça. Donc Pythagore, c'est le premier maître universel, puisqu'il a fondé la confrérie des pythagoriciens, qui existe encore. Hein. Oui, j'imagine. Enfin, qui existe encore, parce qu'elle a été... qui est une assoce loi de 1901, qui... Oui, non mais bon, ça c'est des détails techniques. Non mais quand je dis elle existe encore, c'est pas qu'elle existe depuis 2500 ans, c'est ça. c'est qu'elle a été ravivée... c'est comme Tulé, quoi. Un peu, un petit peu. Bon, au cours de l'histoire, entre Pythagore et le moment qui nous intéresse, des maîtres, il y en a eu à foison. Hein. Généralement, c'est à peu près toujours le même schéma. Il y a un mec qui parle avec des anges, des fantômes de prophètes, des dieux. Bon, il dort ou il dort pas, ça brûle ou ça brûle pas. Bon, enfin, voilà, on lui donne des secrets. C'est un bon moyen de choper de la meuf. Oui, souvent. Alors, pas toujours, parce que des fois, ils sont à 7 quand même, les mecs, mais en tout cas, c'est un bon moyen de gagner sa vie. Aussi, voilà, sur son pilier. Hop. Voilà. Alors, généralement, soit donc le type qui a parlé directement avec Dieu, soit un de ses plus fidèles sujets, enfin, fidèles élèves. Ouais, soit Dieu carrément. Non, c'est un peu trop... On va laisser l'existence de Dieu dans le domaine du on prend pas parti. Voilà, parce que légalement, il est un peu casse-couille. Voilà. Et puis que de toute façon, c'est un peu dur à prouver l'un ou l'autre. Toujours est-il donc, soit le maître, soit un de ses élèves lance un espèce de mouvement autour du secret qui a été découvert. Et puis, bon, des fois, ça dérape, ça devient une religion. Mais généralement, ils se font massacrer. Voilà. Et ça reste des ordres hermétiques. Voilà, alors hermétique parce que Hermès, parce que bon, c'est un peu compliqué, mais oui, effectivement. Mais bon, là, je te parle d'un temps, on a le bûcher facile. Ce qui nous intéresse, c'est un moment... le bûcher quand on n'est pas très original. Oui, je résume. Hein. Oui. Mais ce qui nous intéresse, c'est un moment où l'humanité devient un petit peu plus rationnelle, hein, quand même. Oui. On se pose toujours des questions hein, sur l'univers, la mort, tout ça, parce que ça, c'est inhérent à l'humanité. Mais on le fait de façon un petit peu plus sérieusement. Donc on arrête de suivre le premier Nostradamus venu, puis on essaie de foutre un petit peu d'ordre dans les grands maîtres. Nostradamus qui a fait un très joli traité sur la confiture. Ouais. Oui. On vous le partagera. Et donc les premiers qui mettent un petit peu d'ordre dans tout ça, en fait, c'est les francs-maçons. D'accord. Qui, au XVIe siècle, XVIIe siècle, passent d'une corporation de joyeux bâtisseurs, hein, parce qu'à la base, c'est quand même des maçons, vraiment, à une confrérie d'aristocrates et de bourgeois qui sont un petit peu toqués de philosophie, quoi. Oui, qui essayent de polir leurs pierres. Voilà. Alors, c'est justement donc au XVIIe siècle qu'on commence à parler comme ça de symbolique chez les francs-maçons. Et au XVIIIe, la philosophie, c'est devenu un peu mainstream, hein, parce que c'est le siècle des Lumières et tout ça, donc les francs-maçons, ils sont plus uniques. On a toutes ces conneries, des gens qui commencent à aller à l'école. À lire, il y a un mec qui a inventé l'imprimerie, donc déjà, c'est un petit peu comme Twitter, hein, c'est la fin de la civilisation. Exactement, c'est ce que j'allais dire, on est sur la pente descendante qui nous mènera à Twitter. C'est ça. Et donc, les francs-maçons, il faut qu'ils de nouveau se rendent un petit peu plus spécial. Oui, c'est ça, il faut un club dans le club. Voilà. D'où plus de symbolisme et d'où une petite dérive vers l'occultisme. Et donc, Illuminati. Attends, saute pas des étapes comme ça. D'abord, début 18e, donc ils se mettent à créer des grades pour se rendre un petit peu plus spécial. Parce qu'à l'origine, il y a 2 grades, hein, apprenti et compagnon. Bon, début 18e, il y a un mec qui se dit, attends, moi, je me sens un peu maître, donc je vais inventer le grade de maître. Et puis pour marquer un petit peu le coup, on fait une petite cérémonie, quoi, un petit rituel quand tu deviens maître. Et puis pour justifier la cérémonie et le rituel, on met une légende avec, en l'occurrence, la légende d'Hiram, architecte du temple de Jérusalem selon la Bible. Pourquoi pas, ce sera le premier maçon. Oui. Ça fait bien, quoi. C'est lui qui a donné son nom à la monnaie? Non, Hiram, juste Hiram, pas d'Hiram. Donc voilà, pourquoi pas. Mais... À l'aviron, rien à voir. L'avait quoi? À l'aviron, rien à voir. Hiram, enfin bref. Ah Voilà, soyons respectueux des traditions. Des langues anciennes et des traditions. Bon, pourquoi pas, hein, jusque-là, voilà, ils mettent un petit peu de folklore dans le truc, mais en fait, en faisant ça, ils viennent de lancer un processus donc, qui va mener au tabassage de roues dans les écoles Steiner. Parce que, en créant un nouveau rang, ils introduisent un petit peu l'élitisme
dans la maçonnerie, puis Oui. l'élitisme qui est quand même un petit peu inhérent à l'homme aussi, parce qu'une fois que tout le monde est maître, bah, il y en a un qui veut devenir grand maître. Voilà, Une grand f- dragon, Voilà, une fois qu'il y a trop de grands dragons, bah, on devient vampire céleste. sublime chevalier élu, sublime patriarche. Allez voir si vous voulez, il y a des noms qui sont très drôles. On pourra refaire un quiz comme avec le Ku Klux Klan. Tout à fait, parce qu'il y en a qui sont assez charmés. Et puis, en reliant ça avec une légende ancienne, en fait, ils ont ouvert la porte à toutes les justifications du monde, pour peu que tu aies un petit peu d'imagination et un petit peu de culture, quoi. Oui, et puis un petit peu de réalisme. Non, on s'en fout. Non, non, là. Mais non, parce que là, on est dans le symbole, de toute Oui. façon, c'est le corps astral, tu vois, genre, c'est Ouais, au-dessus. c'est 3 chakras au-dessus de la réalité. Voilà. Et donc, en ouvrant ces deux portes, en fait, ils amènent une nouvelle sorte de maître. Parce que bon, les maîtres avant, c'est pas trop. Bon, c'est avant, quoi. Tu vois, c'est le moment de l'histoire où c'est un petit peu difficile de savoir quand est-ce qu'est né Nostradamus, par exemple. Donc, en ouvrant ces deux portes, ils font changer un petit peu les caractéristiques du maître, entre Oui, guillemets. C'est-à-dire que maintenant, en gros, les maîtres, ils se situent vraiment sur un spectre entre l'érudit, le vrai savant, le gourou. Enfin, le vrai savant, parce qu'il non, y a mais au des. sens gourou, au sens indien. Ouais, non, 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 mais parce que tu as vraiment des types, chez les maçons et chez d'autres, hein, Oui. qui sont des vrais savants, des scientifiques, en fait. Mais Mhm. on en a déjà parlé, tu vois, la chimie et l'alchimie, à l'époque, c'est quand même un petit peu la même chose, Oui. quoi. Donc des scientifiques qui, au moment de la vieillesse, se mettent à avoir une illumination, un rêve un petit peu machin, et Voilà, ça puis. fait 50 ans que je me spécialise dans les sangsues. Maintenant, je soignais les gens un peu différemment. Voilà. Non, mais tu vois, ou les types qui regardent les étoiles pendant 45 ans et à un moment donné où ils se disent, mais attends, il y a des anges dans les étoiles et tout, enfin ça remonte un peu à la tête. Puis ils se mettent à écrire sur Dieu, le paradis, l'enfer, tout ça. Et puis à l'autre côté du spectre, bah, le vrai escroc, quoi. Le type qui est malin et qui a besoin de bouffer. Oui, Donc on a déjà parlé du côté escroc, bah, il y a Cagliostro, par exemple, oui. qui invente dans la franc-maçonnerie le rite égyptien. De toutes pièces, hein, parce que ça fait bien, tu vois, l'Égypte et Oui, tout, c'est plus vieux qui rame. il n'y a pas un rite assyrien. Sûrement. Les colonnes du temple doivent être très bien décorées. Non, mais en plus, les Égyptiens, il y a des hiéroglyphes et tout, donc tu peux foutre des secrets partout. Oui, C'est encore mieux, quoi. Niveau symbole, on est bien. Et donc, côté du oui, ça fait spectre, plus mystérieux que l'Écosse, quoi. ouais, tout de suite. Et côté savant, on a un certain, par exemple, hein, Emmanuel Swedenborg, qui est un scientifique suédois, mais un vrai scientifique, tu vois. On l'a appelé le Léonard de Vinci du Nord, parce qu'il a fait des plans d'une machine volante D'accord. au 18e. Qui, donc, Emmanuel, là, va écrire des bouquins sur, c'est ça, les anges, l'enfer, le paradis, tout ça. Il va un peu vriller, quoi. Mais bien, tu vois, ses contemporains disent que, ouais, ça a l'air fou, mais quand il en parle, il est très sérieux, il est pas du tout toqué, Oui, il y croit, quoi. il y croit. Et puis après, en fait, c'est ça, c'est que quand tu as l'esprit formé à l'académique et ce genre de choses, je pense que tu peux, à partir d'une hypothèse complètement foireuse, broder des trucs Bah, qui se tiennent et qui ont un sens, quoi. Ouais, c'est ça. Et lui-même dit, je me rends compte hein, que les gens vont me prendre pour un fou, mais bon, bah voilà, moi j'ai trouvé ça, ça m'intéresse, j'ai envie de le partager, donc voilà, j'écris des bouquins. 50 épisodes ago. On parlait de Lysenko Oui, et de la théorie de l'évolution communiste. ouais. C'est un peu ça. Tu pars d'un truc très bizarre et puis après tu déroules avec une vraie méthode scientifique, des vraies compétences. Et puis tu arrives sur quelque chose qui marche pas, mais bon, on va en reparler un peu à la fin de ça. Et donc, à la manière de Cagliostro et de Swedenborg, qui vont tous les deux créer un rite, alors Swedenborg pas de son fait, mais parce qu'il y a un rite maçon swedenborgien, et Cagliostro, donc le rite égyptien, bah, il y a des types qui vont créer d'autres sociétés secrètes. En Allemagne, par exemple, tu as des mecs qui vont ressusciter l'ordre de la Rose-Croix, des francs-maçons Oui. qui se trouvent que doit y avoir encore plus de secrets à trouver quelque part. On va bien y foutre les Templiers à un moment, histoire Ouais, de. un peu plus tard, on en a déjà parlé, donc j'en parle Ouais, pas les trop. Templiers, les Croisés, Bon, la Rose-Croix, c'est un peu lié hein, quand même. on À tout fait ça. un bon gloubi-boulgade. C'est un peu ça, c'est un peu ça. La Rose-Croix, c'est une légende du XVIIe, de l'histoire d'un certain Christian Rosenkreutz. Ah. Et C'est son vrai nom? Bah non, parce qu'il n'a pas existé, a priori. Ah. Eux, il faut remonter ça jusqu'à Adam. Comme ça, c'est difficile de remonter plus loin. C'est effectivement un peu, un peu compliqué d'aller au-dessus. Bon, après, tu peux On, taper dans Dieu, hein. on va voir qu'en fait, c'est possible. Hein. Mais bon.
Et au XVIIIe siècle toujours, en Allemagne toujours, les Illuminés de Bavière, par exemple. Adam Weishaupt. Voilà, alors qui, eux, vont exister que pendant 10 ans, je crois. 14 ans. Ouais. Donc, et qui sont plus, en fait, dans le parti politique. Enfin, tu veux dire qu'ils vont exister officiellement pendant pendant seulement 14 ans. Bien sûr. Je laisse nos auditeurs qui sachent le mieux se renseigner d'eux-mêmes, ou préciser dans les commentaires. Mais ouais, eux, c'est plus un parti politique, mais comme certaines loges franc-maçonnes, en fait, parce que dans les révolutions, beaucoup de francs-maçons aussi, qui font de la philosophie, en fait, plus que l'ésotérisme. La franc-maçonnerie, ça devient à la mode, les Rose-Croix, enfin tout ça, l'ésotérisme, en fait, devient un petit peu à la mode. Napoléon, par exemple, en créant le Grand Orient de France, il institutionnalise un petit peu tout ça, donc il y a de plus en plus de loges et tout. Mais ça reste quand même un petit peu élitiste. Et puis, au 19e siècle, il y a un événement aux États-Unis qui va démocratiser un petit peu l'ésotérisme. En gros, le 31 mars 1848, près de Rochester, dans l'État de New York, les sœurs Maggie et Kate Fox, tu connais les sœurs Fox? Je connais les sœurs Fox. 13 et 11 ans à l'époque, rentrent en contact avec l'esprit d'un colporteur qui a été assassiné dans leur maison. Alors, au début, ils l'appellent sabot fendu, je crois, ou... Bon, il se fait passer pour un démon, puis finalement, c'est un colporteur. Enfin, c'est un colporteur avec un grand C, puis écrit en italique, j'imagine. Non, c'est juste, juste un mec qui vend des Tupperware. Voilà, et puis qui s'est fait buter, mais pas par eux, par la famille d'avant, quoi. Et donc, il tape dans les murs, et donc, un coup pour oui, 2 coups pour non, comme ça. Bref, elle parle avec le colporteur. J'espère qu'elle n'enregistrait pas de podcast. C'est un peu chiant. Oui. Ça commence à faire du bruit. On en parle à la ville d'à côté, on en parle dans tout l'État. Tout le monde dit qu'elles sont médiums, elles parlent avec les morts, pas seulement avec le colporteur. En 1849, elles font une démonstration à New York. Donc là... Parce qu'il y a des morts aussi à New York ? Oui, paraît-il. Célébrité nationale. Et en 1852, la vague du spiritisme qu'elles ont lancée, donc, a 3 millions d'adeptes aux États-Unis et arrive en Europe. Notamment grâce à des écrivains, parce qu'il y a Arthur Conan Doyle, Victor Hugo, Balzac, qui étaient à fond dans le spiritisme. Donc on fait tourner des tables, on tape dans les murs et tout, machin, super. Et c'est la mode. Je sais pas pourquoi j'ai Alan Stivell, alors que c'est pas Alan Stivell, c'est Alan... Kardec. On va en reparler juste après. Bon, elles vont avouer en 1888 que c'était une supercherie, tout ça. Hein. Ah bon ? Oui, bizarrement. Ils faisaient tomber des pommes avec des poulies et tout pour... Oui, je crois que j'avais vu des trucs, c'était hyper élaboré, enfin pas au départ. Ça devient élaboré, ouais, après. Bah, au départ, il n'y a personne, en fait, il y a juste leurs parents et il y a leur grande sœur qui fait « mais c'est pas con, ça !» Qu'engraine un petit peu le truc. Donc oui, vague du spiritisme, et donc des mecs s'engouffrent, en fait, dans la brèche. Comme, par exemple, Alan Kardec, de son vrai nom, Léon Rivail. C'est moins classe. C'est moins spirit, si tu veux. Qui est né donc en 1804. À la base, c'est un fils de bonne famille, hein, plutôt riche, qui fait un peu n'importe quoi. Au début, il est régisseur de théâtre, notamment pour un prestidigitateur. Un saltimbanque. Ouais, mais alors un saltimbanque un peu riche, quoi, tu vois, qui fait ça pour le plaisir. Puis après, il va devenir pédagogue. Visiblement, il a écrit beaucoup de bouquins sous le nom de Léon Rivail en tant que pédagogue. Et donc, en 1855, il découvre le spiritisme. Il change de nom. Alan Kardec, c'est mieux. Ouais, il y a des cas, Ouais, il y a des mecs qui sont allés plus loin, hein, quand même. Parce qu'Alan Kardec, bon, peut-être qu'en France, à l'époque, c'est vrai que ça fait original. Et donc, il écrit, il publie, en 1857, le Livre des Esprits, et en 1861, le Livre des Médiums. Et il crée, ce faisant, la doctrine spirit. Oui, et il me semble que... Alors, je sais plus où ça tombe, mais elle est hyper... Elle doit être au Père-Lachaise. Elle est peut-être au Père-Lachaise, mais il me semble que c'est toujours un endroit où les gens vont en se disant... Bon, on va parler de 2-3 mecs là qui sont tous enterrés au Père-Lachaise, qui ont toutes des tombes un petit peu machin. Et effectivement, puisque les types sont des occultistes, de toute façon, Kardec, c'est un des premiers à parler donc de vie antérieure, de théoriser le fait qu'on peut parler avec les morts. Donc, il n'est pas mort, quoi. Oui, il est toujours là. Il est quelque part sur le plan astral. Et d'ailleurs, au Brésil, c'est devenu presque une religion, la doctrine spirit. Il y a 6 millions d'adeptes, hein, quand même. Tiens, repasse-moi un peu de cake de lumière. Alors, je sais plus lequel, mais il y en a un. Non, c'est pas Kardec, c'est un autre dont on va parler après, qui a des hosties de sang aussi, et dont un type va dire oui, alors elles sont vraies, mais par contre, c'est diabolique. Hein. Faites gaffe. Bah oui, parce que après tu vas avoir les schismes. Ah bah oui, non, mais alors là, je passe un petit peu sur les schismes, mais il y en a déjà eu plein. Hein, là. Déjà des rites qui sont... le rite égyptien, il s'est déjà schisté 2 fois. Là. Le rite arménien qui s'engueule avec le rite turc. Non, mais le rite égyptien, là, on est en 1855, oui, il s'est déjà splitté entre le rite de Memphis et le rite de Misraïm, parce que y a des frères qui
bon, en gros, étaient à la tête d'une loge, et puis on leur a dit non, bah, ça serait bien si vous étiez plus à la tête. Ils ont dit bon, bah, on va créer notre propre loge, puis notre propre rite, et ils vont vivre un peu au crochet des mecs pendant une vingtaine d'années. Oui, un esprit de concorde. Voilà, c'est ça. Deuxième deuxième maître, en France, on va rester en France parce qu'il y en a dans tous les pays, mais Alphonse Constant, qui est né en 1810. Bon, lui, il démarre, à la base, il veut devenir prêtre, puis il tombe amoureux d'une femme, donc bon, bah, il abandonne la prêtrise, puis la femme le quitte. Enfin, en fait, la femme n'est pas intéressée. Oui, en fait, lui, il était amoureux, mais pas elle. Voilà. Donc, Malgré les coupures de journaux, les photos qu'il avait d'elle partout dans sa chambre, ouais, ça dont il avait découpé les yeux. Enfin, ne brodons pas trop, laissons ça à nos amis occultistes. no king shaming. En plus. Donc il essaie de retourner à la prêtrise, ça marche pas, enfin, ça marche plus ou moins, il est vaguement artiste, après il devient militant socialiste, il est écrivain, il écrit beaucoup de trucs. Bon. Bref, un intellectuel. Oui, plus ou moins. Il va rentrer dans l'ordre de la Rose-Croix, il va s'intéresser à la Kabbale, il va beaucoup lire, et 1850, vers 1850, c'est l'épiphanie, on va dire, il change de nom, il s'appelle Eliphas Lévi, ça fait plus sérieux, tout de suite. Et il publie en 1854 Dogmes et rituels de haute magie. Autant dire que le succès est immédiat. Je pense qu'il faut prendre des notes pour nos prochains persos de jeux de rôle. Tout à fait. Eliphas, c'est pas mal. Eliphas Lévi. Il un demi-ogre, non, un demi-elfe, un truc comme ça. Il semblerait que c'est une traduction de Alphonse en hébreu. D'accord. Parce que le mec a fait les choses sérieusement, quoi, tu vois. Bon. Donc tout de suite, célébrité. Et ça lui permet de vivre au crochet un petit peu de riches oisifs qui le payent comme prof d'occultisme ou de magie. Bon, ce qui est en soi... Bah oui, pour tes enfants qui galèrent un peu en occultisme. Voilà. Parce qu'ils ont occultisme en LV2 au bac. Et ils sont pas très assidus, alors il faut des cours particuliers. Lui, il enseigne qu'aux adultes. Parce qu'autant, celui d'avant, Kardec, il enseigne un peu aux enfants, mais parce qu'il est pédagogue, il est prof quand même, Kardec. Eliphas Lévi, c'est qu'aux adultes, qui le payent parfois assez cher, hein, parce que du coup, ils font un petit peu d'alchimie aussi. Il va toujours refuser de faire des démonstrations de magie. On se demande pourquoi. Mais lui, il dit, parce que, attendez, déjà, c'est dangereux. Hein, vous n'êtes pas initié comme moi, je suis initié, donc ça risquera de déraper. C'est une affaire de professionnel. Voilà. Et puis bon, je suis un peu un mec sérieux, moi. Donc je suis pas une bête de cirque. Voilà. Hein, merci. Mais bon, donc voilà, il vient un peu au crochet des gens, mais il force personne, quoi, finalement. Et puis, il gagne de l'argent avec ses bouquins, quand même. C'est pas mal. Le problème, quand tu as une vie d'occultiste comme Eliphas Lévi, t'es jamais à l'abri de rencontrer plus occulte que toi. Exactement. C'est un problème. Donc, par exemple, quand il va rencontrer Eugène Vintras, le mec qui a des hosties de sang, qui, en fait, alors lui, pour le coup, c'est un vrai ancien escroc, il a fait de la prison et tout. Enfin, c'était un voleur quand il était jeune. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais Jésus aussi a été condamné. C'est vrai. Et le type, donc, Vintras, est devenu gourou d'une secte occulto-chrétienne en Normandie, qui s'appelle l'œuvre de la miséricorde. Et du beurre. Qui a écrit quelques bouquins et tout. La crème de la miséricorde. Et puis, qui échange avec les autres occultistes, parce que bon, voilà, c'est le partage quand même, hein, l'occultisme, de manière générale, entre initiés. Donc ils se rencontrent une fois ou deux. Enfin, c'est le partage. Moi, j'ai plus l'impression que c'est plutôt chacun dit ses trucs à l'autre. Oui, non, sans que personne s'écoute. Oui, quand je dis que c'est le partage, c'est pas un échange cordial de trucs. Toi, là aussi, tu vois, je pense qu'on pourrait tous les mettre dans la même ville, ça nous ferait une sorte de Grafton. Ah oui, ça, c'est assez sympathique. Mais je suis pas sûr qu'ils puissent vivre tout seuls, en fait, parce que bon, à part déblatérer, ils savent pas faire grand-chose, les mecs. Bon, bref. Donc ils se rencontrent, ils se reniflent un petit peu, mais ils vont pas s'accuser l'un l'autre de pas vraiment être occulte. Tu vois, parce que sinon, c'est dangereux. Le business. Ouais. Donc, Eliphas Lévi, il va dire de Eugène Vintras que c'est un médium de premier ordre, hein, quand même. Qu'il a un peu des doutes sur sa secte, mais en tout cas, gros médium. Hein. Bon, et puis un autre problème. Eliphas Lévi, il est pas maçon. Il est Rose-Croix, mais il n'est pas maçon. Donc quand en 1861, on l'invite dans une loge maçonnique, il ne peut pas décemment avouer qu'il apprend des trucs. Oui. Parce que sinon, c'est plus un maître, c'est plus un initié. Donc au moment de son initiation, il va déclarer très sérieusement aux gens de sa loge, hein, qui sont un petit peu vénères quand même, « Je viens apporter au milieu de vous les traditions perdues, la connaissance exacte de vos signes et de vos emblèmes, et vous montrer le but pour lequel votre association a été constituée.
Ça passe pas très bien. Salut, je vais vous apprendre la vie. Voilà. Il y a quelques mecs qui font attends, dis-moi, parce que tu viens d'arriver quand même. Ouais, et puis en plus, je pense qu'on fera un vrai truc sur la franc-maçonnerie un jour, Ouais. mais tu vois, il faut tenir ton doigt dans un certain sens et marcher et tourner autour des colonnes dans le bon sens, quoi. Tu peux pas tout improviser. Oui, oui, mais lui, on pense qu'il s'est renseigné en fait quand même avant. Parce que par exemple, il va dans des réunions spirites, mais anonymement, tu vois, pour voir un peu ce qui s'y dit. Bon, donc ça passe mal hein, dans sa Il pourrait loge. demander directement au grand maître, aux Alan esprits. Kardec, non, parce que alors Alan Kardec, oui. Parce qu'Alan Kardec, il est mort assez vite. Il a fait une crise d'anévrisme. Enfin, il est mort. Oui, il est passé de Enfin, l'autre il est côté. passé. Mais Il a abandonné les contraintes physiques. Voilà, c'est ça. Mais il n'a pas profité de sa notoriété très longtemps. Donc ouais, les maçons, genre se posent des questions un petit peu quand même, genre d'où tu viens quand même, pour nous apprendre la vie. Lui, bah, il s'offusque, il fait comment ça? Attendez, moi je vous offre les secrets de l'univers, vous en voulez pas? Bah puisque c'est comme ça, je reviendrai plus. Il revient plus, mais voilà. Il a réussi son coup, Oui, on la parle de lui. légende veut qu'il en sache plus que les maçons. Bon, donc il y en a d'autres hein, comme ça, mais on va passer un peu vite. Parce que dans les années 1870, apparaît sur la scène occulte une femme, Madame Blavatsky. Blavatsky, mais oui, qui va pousser la logique encore plus loin, parce que Blavatsky, en fait, elle va plier le game. Ouais, j'avais pas regardé un peu, je l'avais un peu en réserve, le Madame Blavatsky pour un Elle est assez épisode, géniale. elle est assez cool. Elena, donc de son prénom, qui est née en 1831 en Russie, hein, d'un père baron germano-balte qui n'a pas de lien avec le baron Hungern, mais le même genre, et d'une mère romancière, et qui passe sa jeunesse à voyager sur l'argent familial, hein, partout dans le monde. Mais alors vraiment, elle fait le tour du monde. Elle va en Amérique, en Europe, en Turquie, en Égypte, en Inde, au Japon. Elle dirait même au Tibet. Alors à l'époque, on n'a pas le droit de rentrer au Tibet, mais elle dit qu'elle y est allée. Oui, par l'esprit au moins. Alors, le problème, c'est que c'est assez difficile de savoir ce qui est vrai ou pas sur Madame Blavatsky. Pourquoi tu dis ça? Et j'avoue que je suis pas allé beaucoup plus loin que sa fiche Wikipédia parce que je vais pas non plus lire Oui. toute sa biographie, merci. Mais donc, selon la légende, à chaque étape, elle rencontre les mystiques du coin. Les chamans, les sorciers, les initiés, les maîtres, enfin bon, tout ce qui... Chaman à coiffure de bison. Oui, voilà. Par exemple, elle fait toutes les cérémonies possibles et imaginables. Et donc, ça aurait été une des premières européennes à être initiée au bouddhisme tibétain. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle est là-bas, elle a rencontré des maîtres, qu'elle appelle des Mahatmas, qui est un mot indien, mais enfin bon, c'est pas grave. Pas non plus, c'est bon les gars. Hein. Bref, elle fait ça pendant assez longtemps quand même, parce qu'il faut attendre 1875 avant qu'elle marque un petit peu le monde de l'occultisme. Elle est à New York à cette époque-là, c'est la coqueluche des occultistes du coin. Et avec 2-3 de ces types-là, elle va fonder la Société théosophique, qui a pour but, je cite, premièrement, de former un noyau de la fraternité universelle de l'humanité. Deuxièmement, d'encourager l'étude comparée des religions, des philosophies et des sciences. Jusque-là, pourquoi pas. Troisièmement, d'étudier les lois inexpliquées de la nature et les pouvoirs latents de l'homme. Là, on est mieux. Oui, là, tu sens que ça va être productif. Complètement. Donc, 1875, Société théosophique. Dans la foulée, elle publie Isis dévoilée en 1877 et La doctrine secrète en 1888. Elle fait exploser le monde de l'édition. Tout le monde s'arrache, surtout la doctrine secrète, qui fait 2000 pages. Hein. Enfin, et ça doit être incompréhensible en plus. C'est un peu violent. Alors, j'avoue que je ne l'ai pas lu. Hein, parce que... Ouais, mais j'imagine bien le bouquin où... Bah, en fait, c'est que des mots inventés, un mot sur deux. Alors, je résume un petit peu quand même. L'histoire, alors. Pour vous montrer à quel point... Jacques est un riche occultiste. Alors, pour vous montrer à quel point elle plie le game, côté occultiste. Parce que les autres, ils sont remontés à Adam, sont remontés à Hiram et tout, machin, ok, les Égyptiens, bon. Elle, en fait, Blavatsky, là, elle recrée une nouvelle cosmogénèse, qui est vaguement inspirée de la cosmogénèse hindoue. Bon, ça, jusque-là, pourquoi pas. Oui. Mais elle crée surtout une anthropogénèse, et alors là, de toutes pièces, dans laquelle, en fait, l'humanité a évolué selon diverses races racines qui ont vécu sur des continents qui n'existent plus aujourd'hui parce qu'ils ont disparu. Voilà. On en a perdu les clés. Voilà, c'est ça. La première race, les Polariens, donc qui vivent sur le mont Meru, d'accord, sont des humains éthérés. Donc, ils n'ont pas encore de... Ils sont un peu chelous, quoi. Voilà, ils ne sont pas encore physiques, si tu veux. Les seconds, les Hyperboréens, donc vivent en Hyperborée, donc au pôle Nord.
mais à l'époque où le climat est tropical au pôle Nord. C'est une époque lointaine. Conan dans les Hyperboréens. Alors, parce que ça a été repris dans plein de trucs, hein, tout ça. Il y a beaucoup de Conan là-dedans. Donc, les hyperboréens, eux, c'est des humains végétaux. C'est-à-dire qu'ils se reproduisent en faisant des bourgeons et tout. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des légumes. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième stade de l'évolution de l'humanité. Troisième stade, les lémuriens. Ou le géant vert. C'est un peu ça, c'est le jeu en vert, les hyperboréens. Les lémuriens, ils vivent dans le Pacifique Sud, hein, comme leur nom l'indique. Oui. Sur un continent qui est en gros entre l'Australie et le Pacifique Sud. Lémuria. Exact. La Lémurie en français. Alors, ils ont des noms, il y a différents noms. Hein, parce oui, que la ça, Sainte Lémurie. Non, il y a pire que ça, parce que ça, c'est les noms pour les gens Oui. lambda. Si tu veux. Il y a les noms mystiques, mais je les ai pas notés parce que c'est un peu compliqué. Oui, et puis de toute façon, ça se prononce pas dans nos langues. Et puis, il faut pas le dire. Ah bah oui. Parce que ça risquerait de déranger le cerveau des gens qui sont pas initiés, tu vois, si tu les dis comme ça. Exactement. Voilà. Puis en plus, tu les dis 3 fois devant un miroir, après tu passes dans... Bon, bref, très compliqué. Il y a Candyman qui arrive. Donc les lémuriens, c'est des humains à peu près normaux, sauf qu'ils sont ovipares. Oui, jusque-là, bon. Bon, voilà. La quatrième race, les Atlantes. Du coup, tu peux te faire des omelettes d'humains? Bah, faut croire. Mais il y en a plus, parce que j'ai pas mis les dates. En plus, elles ont changé, parce que à l'époque où elle écrit ça, la datation au carbone 14, pas trop. Depuis, les théosophes, ils ont dû développer le machin et tout. Donc les lémuriens, je crois que c'est 28 millions d'années. Quelque chose comme ça. Bon, ensuite, les Atlantes, donc qui vivent à Atlantis, dans l'Atlantique. À Nantes, tout ça. C'est ça, à côté de Nantes, dans la banlieue de Nantes. Qui donc sont des humains comme nous, mais qui font de la magie noire et tout, machin, et c'est pour ça que leur continent, il coule, enfin, bon, c'est compliqué. Oui. Et enfin, la cinquième race, qui est la nôtre, race racine, pardon, qui est la nôtre, les Ariens, qui sont l'humanité de maintenant. D'accord. Telle qu'on la connaît de nos jours. Donc on est tous Ariens. Oui. Selon la doctrine secrète, oui. Après, elle se perd un petit peu, ça se mélange, mais pour elle, oui. D'accord. On est tous Ariens. Déjà ça. C'est déjà ça. Après, il y a 2 autres races, parce qu'il faut toujours arriver à 7. 7, c'est occulte. Oui. Donc, il y en a 2 de plus. Il y en a une qui doit arriver au 28e siècle en Californie. Donc, on se retrouve à ce moment-là. Et l'autre, on ne sait pas. Mais l'autre, ce sera la dernière. Hein, donc, on sera hyper fort. Ouais. On aura des pouvoirs et tout, ça va être changé. On pourra ouvrir les pots de tabasco rien que par la pensée. Ah ouais. On pourra manger des California Reapers comme si ça n'existait pas. Bon, donc, succès, hein. Bah, oui. Tout le monde rentre dans la société théosophique, surtout que ça n'engage pas à grand-chose de rentrer dans la société théosophique. Oui, j'imagine qu'il y a une petite cotise. Oui, peut-être, mais il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de grade, il n'y a pas de degré, tout ça. Donc, tu peux faire partie de la société théosophique et continuer la course à l'échalote de c'est moi qui ai le meilleur grade. Donc, les mecs, ils continuent, hein, pas de raison. En 1881, par exemple, les rites de Memphis et de Misraïm, donc qui se sont splittés à un moment, sont rassemblés par Garibaldi et un certain Yarker, John Yarker en anglais. Et puis il rajoute des degrés. Le rite égyptien, donc de Memphis-Misraïm, il a 99 degrés, par exemple. Là où dans la franc-maçonnerie, donc on a dit normalement 3 degrés. Hein. Oui, 35, non Non, à la base 3. Oui, à la base 3, oui. Et dans le rite écossais ancien et accepté, qui est le rite le plus utilisé, 33. 33. Donc 99, ils sont allés loin quand même, les mecs. Hein. Des noms très marrants. Et après, t'as les tétans qui s'en mêlent. Les tétans? Les tétans, tu sais, c'est les entités extraterrestres qui essayent d'envahir la Terre. Oui, mais là, c'est après le 20e siècle. Oui, c'est Ronebard. Bon. Oui, non, mais... En 1891, on a l'apparition de Papus. Papus, c'est un petit peu le All-Star de l'occultisme en France, parce que déjà, il fait partie de tout. Hein. Il est maçon égyptien, maçon swedenborgien, il est Rose-Croix, il fait partie de la Société théosophique, bien évidemment, de l'Aube dorée, de l'Ordo Templis, enfin les Templiers. Et comme c'est pas assez, ils fondent un nouvel ordre, l'ordre martiniste. Tu sens que c'est le mec dont le régime alimentaire est composé à 98% de petits fours. Plus ou moins. Alors, Papus, de son vrai nom, Gérard Ancos. Hein. On n'a pas baptisé Papus. Donc, lui, très bien. Et donc, c'est dans ce foisonnement qu'apparaît Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, il est né en 1861, donc un peu après la bataille, dans l'Empire d'Autriche. Et à la base, c'est un philosophe, c'est un vrai savant. Le mec qui a fait une thèse en philosophie sur Goethe et tout. Il a écrit des bouquins sur Kant, sur Nietzsche. Il a été éditeur, il a été prof d'université. Enfin, c'est un nerd, quoi. Bon, mais comme tous les intellectuels de son temps, il parle avec des occultistes, parce que tout le monde est un peu occultiste. Quand t'es intellectuel à l'époque, si t'as pas lu la doctrine secrète, oui, voilà, t'es pas bien, quoi.
Et on l'invite à faire des conférences à la Société théosophique, des conférences de philosophie à l'origine. Enfin, ou de théosophie. Non, vraiment de philo, sur Goethe. Parce que vraiment, c'est un gros spécialiste de Goethe. Hein. Mais Goethe étant lui-même un petit peu occultiste, hein. Il a été maçon et tout. Oui. Et donc, il adhère à la Société théosophique en 1902. Ça lui plaît. Il fait de plus en plus de conférences. En 1905, il abandonne toutes ses autres activités pour devenir conférencier à plein temps, parce qu'on l'invite de plus en plus. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il rentre dans le rite de Memphis Mesraïm, dont on a déjà parlé. En 1906, il devient le grand maître. Memphis Mesraïm, ça n'a rien à voir avec le mec qui fait les interviews. Là. Olivier, non. Raphaël Mesraïm. Je ne crois pas, peut-être. Écoute, ça se trouve, c'est un initié. Sûrement. Et on le sait pas. C'est l'élu. C'est le Jar Jar Binks de notre univers. Donc, en 1906, il est grand maître de Memphis Misraïm pour l'Allemagne. Mais il s'engueule avec le représentant de Johnny Harker, qui est le grand hiérophante, en fait, donc qui est le grand chef de Memphis Misraïm dans le monde. Donc, il s'engueule avec le représentant de Harker en Allemagne. Du coup, il crée son propre rite en utilisant les dogmes et rituels de haute magie d'Eliphas Lévy. D'accord. Tu vois, il fait un peu le lien avec tous nos gens là qu'on a vus. Bon, il fait des conférences, donc il fait un petit peu des trucs de spiritisme parce qu'il fait de plus en plus de méditation. Il a des visions, quoi. Il se met à avoir un peu des visions. Il rentre dans la Rose-Croix, parce que pourquoi pas, ça coûte rien. Oui. Voilà. Et puis, en 1912, il va rompre avec la Société théosophique à cause de l'affaire Krishnamurti. Parce que Madame Blavatsky, elle meurt en 1891. Donc, elle ne va pas profiter beaucoup de sa notoriété. Après... Enfin, elle meurt. Oui, pardon. Elle passe de l'autre côté en 1891. Après elle, bon, tu as un ou deux des deux mecs qui étaient à l'origine, à la fondation de la société, qui en prennent la tête. Et puis finalement, en 1907, c'est une certaine Annie Besant, qui est une ancienne militante socialiste, féministe, genre une vraie de vraie, qui était très critique des occultistes quand elle était militante, et puis qui a changé du tout au tout, qui est devenue plus théosophe que Madame Blavatsky, et qui donc prend la tête de la société théosophique. Et installe son siège en Inde. Parce que oui. c'est quand même le principe de la société théosophique. Hein. C'est le syncrétisme de toutes les religions. Et surtout du bouddhisme et de l'hindouisme avec... ouais, et puis je crois que pour des questions d'impôts... Peut-être. Bon, alors, l'Inde, c'est l'Angleterre en même temps à l'époque. Oui. C'est la société théosophique qui amène en Europe les concepts de karma, de chakra, de yoga, des trucs comme ça. Et donc Besant, là, avec un de ses lieutenants, un certain Charles Leadbeater, qui est médium. C'est Aleister Crowley aussi. Bon, il doit sûrement faire partie de la société théosophique, mais il n'est pas en Inde. Je crois que c'est un des premiers yogis. Ah oui, peut-être, sûrement. Il passe en Inde, il me semble. C'est un des premiers mecs qui est initié au yoga. Ouais, c'est possible. Mais enfin, en tout cas, il n'est pas avec eux, quoi. Là, Charles Leadbeater, c'est un médium. Il a le don de clairvoyance, c'est lui qui le dit, donc il faut le croire. Ouais. Et avec Annie, là, sur une plage, un jour, il trouve un gamin de 14 ans, Krishnamurti, et Charles Leadbeater a une vision. Il dit, lui, c'est le futur instructeur du monde. C'est le Maitreya, c'est le Messie, mais pour les bouddhistes. Oui. Donc, il faut qu'on l'éduque. Donc, le gamin fait genre... ouais, de toute façon, j'habite dans un bidonville. Pas tout à fait, mais presque. Son père dit vous allez l'emmener en Angleterre, mais vous allez lui donner à manger, vous allez l'instruire et tout, ou vous allez lui faire des choses cochonnes. Non, vous inquiétez pas. Donc il le ramène en Angleterre, elle l'adopte. Lui il va être condamné pour pédophilie, Charles Leadbeater. Bon. Non mais c'est autre chose. C'est une histoire de masturbation. Bon. Et donc la société théosophique a un nouveau but, promouvoir Krishnamurti, qui va devenir, quand il sera adulte, le Messie, quoi. Oui. Et ça plaît pas trop à Steiner. Parce que, alors déjà, si c'est pas lui. Ouais, si c'est pas lui, ça fait un petit peu chier. Puis lui, un Messie qui serait indien... Ouais, il y a ces gènes autrichiens qui se révoltent un peu. Ouais, c'est ça, ça le chiffonne. Donc, en 1912, ils rompent tout lien avec la société théosophique. Krishnamurti aussi va finir par rompre tout lien. Quand il a la trentaine en gros, et passer le reste de sa vie à dire attention les gourous c'est mal, et à cause de ça devenir un gourou lui-même. Bon, c'est compliqué. Et donc, fin 1912, début 1913... Tous les héros meurent jeunes ou vivent suffisamment longtemps pour devenir un méchant. Ouais, plus ou moins. Non, enfin il va devenir un gourou, pas un vrai gourou, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens pour qui Krishnamurti c'est un grand sage et tout, machin, alors qu'il a toujours dit, mais réfléchissez par vous-même, ça sert à rien d'avoir un sage.
Fin 1912, début 1913, Rudolf Steiner fonde sa propre société, la Société anthroposophique universelle, basée sur l'anthroposophie, qu'il a inventée. Hein. Oui. Mais donc, il va expliquer dans des conférences. Parce que j'ai déjà dit qu'il était conférencier à plein temps. Là, il ne fait plus que ça. Il va en donner 6000 dans sa vie des conférences, qui sont, comme j'ai dit au début, réunies dans 354 volumes. Ouh. Par ses fidèles, parce qu'on a une époque où, alors certaines, 1912 aussi, il y en a certaines qui sont enregistrées, mais la plupart sont juste recopiées à la va-vite par les adeptes pendant qu'ils écoutent. On se ferait pas un audiobook? Enfin, ça doit exister. Maintenant, ça doit exister. Mais lui, il les a jamais relus, ces retranscriptions. Donc en fait, ces conférences, voilà. Ce qui explique peut-être pourquoi il y a quelques, comment dire, paradoxes dans le dogme de l'anthroposophie. Enfin, pour nous autres non-initiés. Voilà, c'est parce qu'on comprend pas tout. Mais donc, il reprend quelques trucs de la société théosophique, notamment les races racines. Il a bien aimé ça. Il va enlever tous les côtés hindous, parce que, à part le karma. Il garde le karma, mais sinon le reste, ça lui plaît pas trop. Il va remplacer ça par les légendes nordiques. Il va mettre un petit peu de Thor et d'Odin là-dedans. On préfère le saumon au Chisnan, quoi. Oui, voilà, c'est un petit peu ça, mais bon, en gros. Et puis, voilà, ça fait un tout, quoi. Ça, mélangé avec un petit peu de dogme et rituel de haute magie et quelques trucs qu'il a appris chez les francs-maçons. Ouais, on rajoute un peu de chamanisme par-dessus. Oui, de spiritisme. De Ouais, lui, il est autrichien, il n'est pas chaman. Hein. Les tam-tams, très peu pour lui. Voilà, enfin, un peu tourner des tables, mais pas plus. Hein. Donc, succès immédiat, surtout en Suisse et en Allemagne. Et donc, on l'invite pour parler de ces trucs. Et dès 1914, il va poser la première pierre du Goethanum, qui est encore aujourd'hui le siège de la Société anthroposophique. Il a dessiné les plans et tout, parce que du coup, il est architecte. Oui, c'est tout faire. C'est un peu l'homme de la Renaissance du début du XXe siècle, Rudolf Steiner. Et comme c'est un homme de la Renaissance de l'époque, on lui demande son avis sur tout. Donc, il donne son avis sur tout, même sur des sujets dont il connaît rien. Enfin, donc tu connais rien. Ouais, c'est parce qu'on comprend pas tout. Ouais, c'est ça. C'est qu'on est trop engoncé dans notre vision très académique des choses. C'est un peu ce qu'il va dire. Par exemple, quand il va dire que Mars est une planète liquide et qu'il y a des gens qui vont dire non, il va dire non mais pour vous, non. Oui, voilà. Parce que vous êtes encore très matérialiste, mais moi je suis liquide. On s'entend, quoi. Voilà. Quand il va dire que les îles et les continents flottent sur la mer et qu'on va lui dire non. Non. On va les vérifier, non. Il va dire non mais attends, c'est sur la mer de l'esprit, le continent de mon intelligence flotte. Voilà. Voilà. Alors que le tien, il coule, connard. Plus ou moins. Quand il va dire que tricoter donne de bonnes dents. Bon, bah, ça, personne, tout le monde s'en fout. Donc. non, on va faire une étude clinique. On va prendre 1000 tricoteuses en civil longitudinal pendant 35 ans en double aveugle. Elles ne savent pas si elles tricotent ou si. Ou pas. Quand il dit que c'est l'apparition de l'humanité qui a enclenché la rotation de la Terre, bon, il n'y avait personne à l'époque, donc on ne peut pas vérifier, on a des doutes. Mais voilà, bref. Donc ça... Alors que c'est Superman. Oui, tout le monde le sait. Donc ça, ça fait poser un petit peu des questions aux gens qui ne sont pas initiés, mais par contre, ceux qui sont initiés, ça confirme le fait que Rudolf Steiner, c'est quand même un mec brillant, qui sait tout sur tout. Et donc, ces adeptes vont commencer à le prendre au pied de la lettre. Bon, Mars liquide, même s'ils le prennent au pied de la lettre, c'est pas très grave. Oui, ça change pas grand-chose. Non. Mais en revanche, le tricot... Ouais, alors putain, ils vont faire des tricots. Hein. Non, mais quand en 1924, par exemple, il va donner une série de 8 conférences à des agriculteurs anthroposophes. Ça va donner la biodynamie. Exact. L'agriculture biodynamique. Bon, Steiner, il a jamais planté un radis dans sa vie, mais... Mais si tu plantes la vessie de poule au coin de ton champ pendant la pleine lune, ça poussera mieux. La vessie de cerf, avec du millepertuis dedans. Oui, s'il te plaît, c'est sérieux quand même, c'est scientifique. Sérieux. Non, mais aujourd'hui, la biodynamie, moi j'ai l'impression que c'est un truc genre complètement... Alors surtout dans le pinard. Ouais, surtout dans le vin où on se dit « Ah, c'est génial !» Enfin, non, c'est... Alors, le problème de la biodynamie, c'est que ça repose un peu sur les croyances de l'influence de la Lune et des constellations, tout ça, qui, scientifiquement, ça c'est nul, mais pourquoi pas, je veux dire, ça fait pas de mal. Ça permet de publier des calendriers, des semis, en fonction des phases de la Lune. Ouais. Bon, voilà. Et de quand Jupiter rentre dans la maison du chien-dent. Oui, ou quand Mercure est en rétrograde, c'est très important, Mercure en rétrograde. Il va prescrire l'utilisation donc des préparations à base de vessie de cerf
En dose homéopathique, parce que c'est dilué à 3 ou 4 CH. Donc pas tant que Oui, pas ça, tant que ça. mais quand même un petit peu. Alors, donc il y a la vessie de cerf. Celle qui est la plus utilisée, c'est la bouse de corne. Alors en gros, il faut prendre de la bouse de vache, le mettre dans une corne de vache, enterrer ça pendant l'hiver entre les deux solstices. Et puis après, donc tu dilues à Tu 4 mets un peu une CH. boule de glace vanille. Non, tu dilues à 4 CH. Et puis tu arroses ton fumier avec ça, que tu laisses pendant tout l'été pour pouvoir planter la saison d'après. Comme ça, tu peux mettre plus 10% sur l'étiquette. Ouais. Dans le même genre, il y a la silice de corne qui est fait avec du quartz à la place de la bouse de vache, mais sinon c'est le même principe. Bon, en fait, l'agriculture biodynamique, c'est un des précurseurs du bio, parce que c'est un peu une réaction. 1924, là, c'est le début de l'agriculture intensive, industrielle. Ils n'utilisent pas du tout d'engrais chimiques, enfin, d'engrais industriels. Donc oui, c'est un précurseur de l'agriculture bio. En soi, ça, c'est pas mal. Ça fait pas de mal de mettre de la bouse de corne sur tes plantes, surtout à 4CH. Non, mais faut pas faire croire que ça fait du bien. Alors le problème, c'est que c'est hyper dur de faire des études scientifiques là-dessus, parce que c'est des systèmes hyper complexes. Oui. Entre l'ensoleillement, la qualité de la terre, et puis bêtement, est-ce que l'agriculteur fait bien attention à ses plants ou pas? Ouais, tu te dis que si le mec il va jusqu'à aller choper des cornes de vache et des trucs, c'est qu'il y tient à ces plantes. Oui, voilà, et donc il s'en occupe peut-être un petit peu mieux qu'un autre. Toujours est-il, c'est dur. Il y a une étude en Suisse qui dure depuis 25 ans sur des parcelles, une biologique, une biodynamique et une normale, enfin industrielle, entre guillemets. Il semblerait que la parcelle biodynamique produise un petit peu plus que la parcelle bio. Il y a eu des études, du coup, chimiques de qu'est-ce qu'il y a dans la préparation et dans le fumier qui est utilisé sur ces parcelles. Il semblerait que par hasard, un petit peu, la bouse de corne, ça permet la présence de bactéries qui effectivement fertilisent un petit peu plus le fumier. Surtout Que par la quand elles pleine n'y sont lune. pas. Alors non, ça par contre, non. Ça, les scientifiques sont assez sûrs que ça n'a aucun impact. Bon, la biodynamie, effectivement, ça fait du vin un peu plus cher, qui paraît-il est pas très bon, mais c'est pas très grave. Le problème, c'est qu'il continue, Steiner. Il fait ça aussi avec la médecine. Et il va créer la médecine anthroposophique, qui est surtout basée sur l'utilisation d'Iscador. Alors l'Iscador, c'est un extrait de gui blanc, en dose homéopathique, hein, parce que le gui blanc, selon Steiner, qui a eu une vision, pendant laquelle il a appris donc que le gui blanc est une plante qui se situe entre les forces de pesanteur et de lévité, et qui s'oppose aux forces éthériques, et donc à la prolifération. Ah oui, d'accord. Ok, oui, ça a un sens. On comprend que ça va agir sur le système endocrinien. Ouais, ça doit être ça. En tout cas, c'est vendu comme antitumoral. Donc dans des traitements contre le cancer. C'est vendu comme antitumoral, j'imagine. Pas dans les pays développés. Si. Parce que t'as quand même pas le droit de dire que c'est antitumoral. Bah, le problème, c'est que si c'est vendu dans les pays développés parce que c'est vendu par le laboratoire Velleda. Oui, alors c'est vendu, mais je suis pas sûr que ce soit vendu. Je suis pas sûr que ce soit écrit antitumoral sur le paquet. Bah, je pense que si. Ah oui. Parce que la médecine anthroposophique, en fait, c'est une spécialité de médecine. C'est-à-dire que pour pouvoir faire de la médecine anthroposophique, il faut être médecin quand même à l'origine. Et il a développé ça avec un médecin, Steiner. Donc, c'est des médecins qui font 2 ans de médecine anthroposophique et qui proposent l'ISIL machin là, enfin le gui blanc, l'Iscador, en surplus d'une chimiothérapie ou quand tu as le cancer, enfin d'un vrai traitement sur le cancer. Cela dit, ce n'est prescrit que dans les cliniques anthroposophes. Qui appartiennent en fait à la société anthroposophique. Qui se situe, il y en a une entre gravité et lévité, je crois. Surtout en Suisse, en pratique. Bon. Là encore, aucune question d'impôt. Sûrement pas. En gros, scientifiquement, l'Iscador, là, ça a la même efficacité que l'homéopathie. Donc, on renvoie nos auditeurs à notre épisode sur l'homéopathie. Voilà. Si c'est utilisé en même temps que d'autres trucs, bon. Oui, voilà, c'est juste, c'est chiant d'avoir des gens qui vendent du sucre. Mais bon, si ça te fait te sentir un peu mieux, pourquoi pas. Ouais. Surtout que maintenant, c'est plus remboursé par la Sécu. Oui. L'homéopathie, donc. Alors, je sais pas, l'Iscador. Je crois que c'est considéré comme un médicament homéopathique. Bon, bref. Dans la médecine anthroposophique, il y a aussi beaucoup d'art-thérapie, notamment basée sur l'eurythmie. L'eurythmie, c'est une danse occulte qui a été créée par Steiner, parce qu'il était aussi chorégraphe. Sweet Dreams Are Made of These. Ah, je me suis pas posé la question, mais ça se trouve.
Non, le rythmisme, c'est vraiment. Enfin, ça existait un petit peu avant, mais lui, il a développé ça, il a théorisé ça, parce que donc il est chorégraphe, hein, en Oui. plus d'être Bah, oui. architecte et tout ça, médecin et agriculteur. Le rythme et la tectonique. Ouais, c'est lié. C'est la version 21e siècle. On est hyper à la page, je pense que. Tout le monde a compris cette référence. Ouais, la tectonique, c'est tellement 2021. Ça pourrait revenir, fais gaffe. Oh merde. Bon, l'art-thérapie, ça fait pas de mal, hein. Oui. Pareil, pourquoi pas. Enfin, encore une fois, si tu mélanges ça avec des traitements qui ont fait leurs preuves. Oui. Non, mais en même temps, tu prescris pas de l'art-thérapie contre un cancer, hein. C'est plus pour les gens qui ont besoin de faire la rééducation, des trucs comme ça, ou des problèmes mentaux, quand même. Et plus grave, quand même, la médecine anthroposophique, elle s'oppose au vaccin. Parce que, selon elle, les maladies infantiles, surtout, sont des dettes karmiques que l'enfant doit affronter pour progresser sur le chemin de l'illumination. Oui. Donc, si tu as un vaccin, bah, tu évites la dette karmique, et donc bah, tu peux pas progresser. Bah non, c'est un peu comme quand tu renégocies ta dette. Non, Non, t'as pas le droit. Tu t'as- sautes. C'est tricher, en fait. Et tu peux pas tricher sur le chemin Oui. d'illumination, et donc quand tu triches, tu reviens en arrière. Bah oui. Ah, Vaut mieux mourir. Passer de l'autre côté, s'il te plaît. Oui, c'est vrai. De toute façon, tu te réincarnes. Donc, Oui, voilà. c'est pas grave. Hein, par exemple, il y a un truc marrant. Steiner, il a vu que Karl Marx et Engels étaient en fait la réincarnation, Karl Marx d'un cerf et Engels d'un seigneur du Moyen Âge, et que donc Engels a aidé Karl Marx toute sa vie pour rembourser cette dette karmique. Ah, T'expliques tout, bah oui. je veux dire. À un moment donné. Bon, donc ça, c'est un petit peu plus grave quand même, les histoires de vaccins, là, parce que dans les écoles Rudolf Waldorf, Waldorf Steiner. Waldorf Steiner, merci, bah, les enfants ne sont pas toujours vaccinés. Enfin, la plupart d'entre eux même ne le sont pas. Et donc, c'est les épicentres d'épidémies de rougeole, par exemple, en Europe. C'est grâce à eux qu'il y a encore de la rougeole. Voilà, c'est dommage. Bon, et donc, il fait le coup avec la pédagogie, puisque on est parti de là. Dans une usine de cigarettes Waldorf Astoria, ça s'invente Oui. pas, il fait une conférence sur la pédagogie. Les mecs sont là, genre, waouh, c'est cool, tu veux pas créer une école pour les enfants de nos ouvriers? Rudolf Steiner, qui ne dit jamais non à un défi, pas de problème. Attendez, j'ai Pas une un vision. défi, je veux dire, c'est pas Oui. vraiment un challenge pour lui. Oui, voilà, c'est ça. Il y a une vision où il apprend la pédagogie, donc la dette karmique, hein, c'est très important. C'est pour ça qu'on laisse les enfants se battre pour qu'ils puissent accomplir leur karma. En fait, on les laisse faire ce qu'ils veulent un petit peu. C'est un peu comme Montessori, hein, quand même. Oui. On les laisse faire ce qu'ils veulent. Mais comme ils sont riches, c'est pas très grave. Oui, voilà, c'est pas très très grave. On leur apprend à lire sur les légendes nordiques, donc, parce que Oui. voilà, c'est un peu plus sérieux. Il y a des cycles de 7 ans, parce que 7, c'est occulte. C'est une histoire de corps astral, corps Oui. éthérique et tout. Bon, je vous passe les détails. Il y a des études qui ont été faites qui montrent que les enfants qui sortent de ces écoles ne sont pas en retard. Bon, ils ont un peu des problèmes avec la science parce qu'on leur apprend la science anthroposophe, Oui. donc voilà. Mais en soi, ils sont pas en retard. Généralement aussi parce qu'ils viennent de familles riches, comme tu l'as Bah, dit, c'est et ça. donc ça rattrape s'il y a des problèmes. Mais ils sont plus créatifs et ils ont plus confiance en eux que les enfants qui viennent du système public. Parce que là aussi, peut-être que t'as juste une explication sociologique de. Peut-être. Toujours est-il, les mecs qui ont fait ces études disent qu'il doit quand même y avoir des bonnes idées là-dedans, parce que si ça les rend créatifs et qu'ils ont confiance en eux, tant mieux. Et que si on enlevait la bouillie occultiste, Oui. eh bah, il y aura peut-être des trucs à sauver là-dedans. Bon. Il y a Ouais, 1000 mais écoles. là aussi, tu vois, si c'est des trucs hyper privés, machin, bah oui, ça marche mieux parce que t'as des Ouais, profs qui ça- sont mieux payés, enfin. Alors, les tu- profs sont tous anthroposophes hein, dans ces Ouais, écoles-là. mais tu vois, effectivement, si tout le monde peut se payer un cours, enfin, si tu peux avoir un haras dans ton école et des trucs comme ça aide à la créativité en général. Le fait est. Le fait est. Il y en a 1000 dans le monde, il y en a une vingtaine en France. La dernière a été fondée par Françoise Nyssen, notre ancienne ministre de la Culture, Ouh. qui est anthroposophe. Bon. Et pourquoi est-ce qu'on tabasse des roues dans ces écoles-là? Parce Peut-être que... karmique. Ouais, alors plus race racine. Le D'accord. problème, c'est que comme Steiner, il reprend les races racines, mais qu'il explique ça à l'oral, et que si tu prends ça au pied de la lettre, bah, ça fait quand même les Ariens, c'est les meilleurs, et les autres, pas. Et qu'après, bah, dans Arien, tu mets un peu ce que tu Ouais. veux. Et comme en plus, le problème, c'est que comme les roues pondent des œufs, Mais oui, tout de suite, bon, tout de bah... suite, on les associe. voilà. On les mieux rien. Ouais. Puis bon, bah, les Muriens, on associe ça, du coup, bon, bref. Ça permet de justifier un racisme décomplexé. D'ailleurs, dans le régime nazi, il va y avoir beaucoup d'anthroposophes, même si... Non, mais c'est une récupération. Ils ont pas compris, ils ont dévoyé le message.
C'est possible. C'est ce que dit aujourd'hui la société anthroposophique. Elle dit aussi que la société anthroposophique a été réprimée par le régime nazi, ce qui est vrai, hein, qui a réprimé toutes les sociétés secrètes pour imposer la sienne, hein, Oui. tuer. Bon, Velleda a un petit peu collaboré avec les nazis. Ouais, bon, c'était une époque, on va dire. Aujourd'hui, ils font quand même Faut se encore... remettre dans le contexte. Ouais, ça doit être ça. Velleda, ils font quand même 400 millions d'euros de chiffre d'affaires hein, par an. Oui. Avant Alors, c'est avec un W. Hein. C'est Oui, rien oui, à voir oui. avec les tableaux. Du tout. La société anthroposophique aurait 50 000 membres actifs, ce qui, je pense, est quand même... Quoi, c'est Besançon? Non, mais une sous-évaluation du nombre d'anthroposophes dans le monde. Oui. Tu peux être anthroposophe sans faire partie de la société anthroposophique. Voire je veux sans le dire. savoir. Ouais. Bah, si tu sors d'une école... Ouais, voilà. Si tu si as du bon sens paysan et que tu mets de la corne de bouse, le jour de la bouse pleine corne, lune, ouais. Le jour de la pleine lune. tout va bien. Et les banques anthroposophiques, parce qu'ils ont des banques aussi, la NEF par exemple, en France, gère 20 milliards d'euros d'actifs, en gros, dans le monde. Bon, la NEF, tu vois, ils se présentent comme une banque éthique et tout, machin, qui n'investit que sur des trucs biologiques. Mais Bah, pas- c'est des anthroposophes. Mais pas sur les roues. Du coup, t'as pas le droit d'avoir un compte. Non, mais bon, là, c'est une dérive. Hein. Tous Oui. les anthroposophes ne jettent pas des cailloux sur les roues. Mais bon, certains leur volent leurs œufs, quoi. Quand même. Mais en même temps, l'omelette de roue, L'omelette de c'est très bon, avec un petit peu de bouse de corne dessus. Exactement. Eh ben, c'est assez drôle que tu sois parti sur les dérives un petit peu occulto chelou. C'est un peu moi qui m'en occupe. Oui, bah, on partage, c'est comme ça, la confiture. Voilà. Et moi, je suis parti à l'inverse. Je suis parti sur tes plates-bandes. Je suis parti dans les riches bienfaiteurs de l'humanité du Moyen-Âge français. Donc, des colons, quoi. Hein, tu vois, les... Ouais, c'est un peu ça, les bienfaiteurs de la France. Tu vois, c'est le modèle de réussite hexagonaux. Qu'on met en statut devant l'Assemblée nationale. Alors lui, il n'a pas de statut parce que en fait, on verra qu'on l'a un peu oublié. Mais on parle, tu vois, une sorte de phare économique qui éclaire un peu nos vies médiocres. Le Donald Trump de l'époque, tu vois. Enfin, ma vie médiocre, hein, la vôtre. Enfin, Nous, économiquement, on va très bien. tu vois, ça fait un an qu'on ne travaille pas, donc je veux dire. Donc tu nous as parlé de Fouquet, Jacques Coeur, tous ces gens-là. Et donc moi, je vais continuer notre série et on va parler d'Antoine Crozat. Est-ce qu'il n'y a pas de la bouffe qui s'appelle Des Crozets. Mais Ah. je crois que ça n'a rien à voir parce que les Crozets, c'est savoyard. Oui, cette espèce de pâte un peu Alors que lourde. lui, c'est plutôt cassoulet. Il est toulousain, tu veux dire? Enfin, cassoulet, rhum, enfin, on verra. Il y a eu pas mal de trucs. Bref, Sœur Emmanuel, l'abbé Pierre, Gandhi, tout ça. Tenez-vous bien. Ah tiens, j'ai oublié de le dire, mais Gandhi, il était théosophe. Ah. Et il a rencontré Blavatsky et ça serait grâce à Blavatsky qu'il serait dit, allez, on va faire la révolution en Inde. Et Annie Besant l'a vachement aidé. Bon, voilà. Notre cher Antoine Crozat, si tu veux, c'est un peu l'archétype du self-made man. Enfin, c'est l'archétype du self-made man à une génération près. Oui, souvent comme ça. Parce que son père, Antoine Crozat, n'est pas parti de grand-chose. C'est en 1655, c'est un modeste bonnetier de la région d'Albi. Ah oui, effectivement. Et en 1671, il va atteindre son petit Graal personnel. Il va devenir capitoul de Toulouse. Capitoul. Capitoul. Les gens qui siègent au Capitole. Ah bah oui, logique. Voilà. En gros, faisons simple, le Capitoul, c'est une sorte de gouverneur d'un quartier de Toulouse. Et donc, ils sont 8, comme les colonnes du Capitole de Toulouse. Il y a 8 capitouls qui se partagent, entre autres, l'administration de la ville, mais ils ont aussi des pouvoirs militaires et des pouvoirs judiciaires, puisque Toulouse, on lui a octroyé le droit de défense et de justice. Sympa, Toulouse, quand même. Ils Ouais. ont du bol, un peu. Tu vois, en termes d'échelle sociale, c'était un peu dans... Ouais, il est bien monté. Ouais, t'es pas mal sur l'échelle du Sud-Ouest, quoi. Enfin, je veux dire... Non, mais enfin, de passer de vendeur de bonnets à capot d'un quartier... Bah oui, c'est pas mal. Et en plus, quand tu deviens capitoul, bah t'es anobli, automatiquement. Ah bah, ça aide. Donc, il en profite pour créer son blaze, hein, qui est de gueule au chevron d'argent, accompagné de 3 étoiles du même. Je parle pas très bien l'héraldique. Bon, en gros, c'est en rouge, il y a un chevron blanc et 3 étoiles blanches.
C'est pas hyper funky. Oui, oui, non, c'est très léger, quoi. Voilà. Donc, notre cher Antoine Crozat va transmettre à Antoine Crozat un peu plus que son nom. Mais il n'a pas de particules, c'est pas Antoine Crozat de machin? Non, ça devient la maison de Crozat. Ah bah oui. Alors, après, son fils en aura. Mais donc, il va essayer de faire en sorte que son fils, lui, soit armé pour affronter le monde en représentant d'une famille noble, une famille qui pèse. Depuis une génération. Ouais, c'est ça. Mais bon, Mais oui. il va l'envoyer à l'école pour se former au métier qui fait rêver les jeunes garçons, qui fait soupirer les jeunes filles, banquier. Depuis des siècles. Depuis des siècles, la banque, ça a toujours fait rêver tout le monde. Et notre Antoine, il se démerde pas mal là-dedans. Il est plutôt très bon. C'est le côté self-made man. C'est ça, C'est compté. dès 72, donc 1672, il a 17 ans. Et il est déjà désigné dans des sources officielles comme un banquier de Toulouse. Donc, Il n'y en a peut-être pas des masses en même temps à l'époque. oui. Non, mais pas mal. 17 ans. Ouais, voilà. Moi, je sais pas si j'irai discuter livret A avec un mec qui sort du lycée, mais bon. la valeur, on n'attend pas le nombre des années. Voilà, puis c'est une autre époque. N'oublions pas qu'à 13 ans, t'es un homme, quoi. C'est ça. Et son père, lui, continue à consolider son pouvoir sur Toulouse. Et du coup, son fils en profite. Mais donc, ils ont abandonné la fabrique de bonnets, là. Pas tout à fait, mais il se diversifie. C'est-à-dire que le père devient l'homme le plus riche de Toulouse. Ça aide. Donc il n'y a pas que du bonnet, je pense. Tu sais, il fait froid à Toulouse. Non. Ouais, mais c'est la mode aussi, le bonnet. Ouais, ça doit être ça. Et donc, notre ami Antoine Crozat est envoyé en stage chez un ami. Donc, Un ami de la famille. Un ami de la famille qu'on va envoyer donc, à Paris. En l'occurrence, il devient stagiaire de Pierre-Louis Reich de Pénautier. Fameux. Fameux. C'est une virgule de l'histoire, on va en parler rapidement. Bon, stagiaire, il est secrétaire. Oui, c'est pareil. Pénautier, il est trésorier de la bourse de la province du Languedoc. Ça en jette. Mais c'est la plus riche bourse de France. Et leur bourse, comme maintenant, enfin, genre un marché d'échange de C'est valeurs. plutôt le ministre des Finances, en fait. D'accord. En fait, c'est le gestionnaire des finances du Languedoc. Mais comme le Languedoc, c'est à l'époque la bourse la plus riche et qui a aussi des gros pouvoirs d'autonomie. Ouais. En fait, de facto, c'est le ministre officieux des finances en France. Et donc ça, c'est en quelle année, t'as dit? 1672. Et donc c'est le ministre de fait, c'est Colbert déjà ou c'est pas ou c'est encore Fouquet? Alors, je 1672, je me souviens sais plus des plus dates. lequel c'est. Mais on est sous Louis XIV. Et en tout cas, il va apprendre des meilleurs. Oui. Et puis comme tout le monde est très très à cheval sur le oui. règlement à l'époque. Pénautier, pas mal. Ah ouais? Pénautier, il est assez à cheval. Hein, Il est déjà riche, quoi. Parce que, comme je disais, s'il a laissé une trace un peu moins grande qu'Antoine Crozat ou qu'Antoine Crozat, il laisse quand même une petite trace dans l'histoire. Bon, une trace qui sent pas très très bon. Et ça se passe au moment à peu près où il va prendre sous son aile le fils Crozat, en 72. Mhm. Alors plutôt à la fin de l'année, lui il arrive en février, je crois. Et en fin d'année 72, on va découvrir, à la mort d'un officier de cavalerie, les lettres de sa maîtresse. Donc La maîtresse de l'officier? La maîtresse de l'officier, qui s'appelle la marquise de Prainvilliers, si je ne m'abuse, où elle va avouer l'empoisonnement de son père et ses frères pour toucher l'héritage. Et avec, dans la petite caissette, il y a 9 fioles de poison. Ah, c'est l'affaire des poisons? Exactement, c'est l'affaire des poisons. Alors, les poisons, en l'occurrence, là, c'est arsenic et bave de crapaud. C'est pour que ça fasse un petit peu plus occulte. Là aussi, pour des questions légales, nous n'avons jamais donné la recette de ces poisons. Vous n'avez rien appris en nous écoutant. Non. Dans cette caissette, on va trouver aussi une lettre de Pénautier. Qui, en fait, joue les intermédiaires entre la maîtresse et le commerçant. Le vendeur de poisons? Et un commerçant qui vend des poisons, ouais. Ah. Enfin, il vend pas des poisons, il vend de l'arsenic et puis il vend... la bave de crapaud et puis ce que t'en fais après, c'est ton problème. On se rendra compte aussi, de façon un peu impromptue, que dans sa charge précédente, où il était en charge des revenus du clergé, son prédécesseur est mort empoisonné. Bizarrement. Bizarrement. Bon, coïncidence. Chic type, Pénautier. Oui, donc il est quand même à cheval sur règlement sur la corruption, mais à part ça... Ouais, je suis pas vraiment sûr qu'il soit. D'accord. Un chic type, mais qui passera quand même 13 mois en prison. Ah. Comme quoi, hein. C'est pas beaucoup pour avoir buté un type. Mais ça reste plus que Balkany.
je veux C'est dire, vrai. Bon, après, Balkany, il a empoisonné personne, c'est vrai. a priori, mais ne Mais- diffamons pas. On peut se dire qu'en devenant le secrétaire puis le bras droit d'un tel homme, on apprend des choses. Son métier de financier, en fait, ça va être aussi une façon d'apprendre tout ce que la politique implique. Comment tu vas maquiller des contrats. Comment surtout tu vas apprendre à détourner de l'argent. Oui, bah c'est un peu le principe quand même. En Bah, même temps, pour- si son père est devenu l'homme le plus riche de Toulouse, c'est pas en Ouais. vendant des bonnets. On l'a En dit. l'occurrence, pour une cause supérieure, Ah, la sienne. En 1690, il a 34 ans mhm. et il obtient son premier poste d'envergure. Enfin, il achète son premier poste d'envergure. Parce que les charges, ça s'achète. Mais- Et il devient receveur général des finances de la Généralité de Bordeaux. Ah, il voyage un peu. Non, je fais ça de Paris. Non, mais il aurait pu prendre Toulouse. Bah non, c'est déjà son père. Ah oui, non mais il faut savoir qu'à l'époque, la télédéclaration, le prélèvement à la source, ça marche pas encore hyper bien. L'impôt, en fait, c'est pas destiné à être un truc récurrent. Ah, c'est de temps en temps quand le. C'est de temps en temps quand tu en as besoin. Mhm. Ouais, donc ça doit être Quand- dur à quand- approvisionner, quoi. Quand il y a une guerre, quand il y a des choses comme ça. Et en fait, ce qui se trouve, c'est que en fait, l'État, il a besoin d'argent même quand il n'y a pas de guerre. Oui. Et ce qui va se passer, c'est que notre banquier, comme d'autres, il va se retrouver à prêter de l'argent à l'État Mhm. qui lui dit « T'as qu'à te rembourser en allant percevoir les impôts. Normal. Il n'y a rien. A priori, ça ne peut pas mal tourner. » C'est un peu casse-gueule hein, comme business model. Non, mais il y en a beaucoup qui laissent leur perruque parce que c'est pas si facile. Oui, parce qu'il y a des gens, il y a des libertariens un petit peu dans la ça. banlieue de Bordeaux. Mais non, Antoine, lui, il est hyper fort à ça. Il va faire des prêts à l'État avec des commissions démentielles et il va s'enrichir hyper vite. Enfin, il achète des charges aussi qui revendent 2 fois plus cher à d'autres gens à crédit. Enfin, C'est le marché, je veux dire. c'est la petite vie d'usurier prédateur qui se soucie du bien commun, quoi. Oui, voilà. Du coup, tout le monde lui doit de le fric et. Exactement. Et ça lui permet de s'installer dans la vie parisienne Ben oui. et de compter un peu parmi les grands. Ben ouais, Les nobles qui viennent quand même régulièrement lui emprunter de l'argent. voilà. Et du coup, il ne s'assoit que devant les murs maintenant. Le problème, c'est que banquier, c'est pas si prestigieux que ça. Et on verra que Crozat, il a quand même un petit fond de, de parvenu. On est quand même à une époque, Ouais, faut que ça flambe un peu. où c'est la noblesse qui compte. On Mhm. est encore à une époque où c'est le titre qui compte. Et l'argent, en fait, c'est un peu secondaire. Mhm. Tu peux être plus important en étant un noble désargenté qu'un très riche marchand. Mais il est noble en même temps. Il est noble. Mais bon. Mais il est pas très haut noble, quoi. Ouais. Au niveau des degrés, il n'est Ouais, pas c'est encore ça, ouais. chevalier suprême, sublime. Et donc, banquier, comme c'est pas si prestigieux que ça, il va faire comme tous les gens qui ont de l'argent. Il va investir dans des startups prometteuses. Logique. Voilà. Donc, il va faire partie d'un consortium qui va racheter la ferme du tabac. Effectivement, ça vient de commencer, mais il y a de l'avenir. Voilà, qui a donc le monopole sur le commerce du tabac en France. Logique. Ce qu'il va faire, c'est c'est économiquement, enfin voilà, on en pense ce qu'on veut. Mais en gros, il va presser les habitants de Saint-Domingue, où est cultivé le tabac, Mhm. comme des chiens, et leur racheter le tabac à un prix hyper bas. Mhm. Et, de toute façon, ils n'ont personne d'autre à qui le vendre, Puisqu'il a le monopole. puisqu'il a le monopole. Et en France, il va le revendre hyper cher. Il va multiplier par 2, par 3 les prix du tabac. C'est le principe du monopole. Voilà. Bon. En gros, ça va créer énormément de contrebande. Hein. Le taux de contrebande va passer de 20% à 70%. C'est grâce à lui qu'on a lancé l'industrie du tabac aux États-Unis, Très bien. qui sont mis à produire pour faire de la contrebande. Logique. Mais à court terme, c'est hyper rentable. Ah bah oui. Avant que les trucs de contrebande se mettent en place, il s'en met plein les fous. Voilà. Et ça suffit à Crozat. De toute façon, après moi le déluge, quoi. Ouais, exactement. En 1701, on vient lui pitcher une autre start-up qui est fruit d'un serial entrepreneur qui est Louis XIV. C'est la Compagnie des Mers du Sud. Ah Eh bien, celle-là. Là encore, business model un peu audacieux. Je sais pas si tu la connais. Il y en a beaucoup en France, des compagnies. Hein, donc, Bah ouais. Donc pour comprendre un peu le business model de la Compagnie des Mers du Sud, il faut remettre un petit peu de contexte. Donc
au néolithique... Les mers du Sud, Non, là des Lémuriens. qui pondent des œufs. Non, à l'époque, l'Espagne a le monopole du commerce avec ses ports qui sont au Chili et au Pérou. Ouais. Ils disent, c'est à nous, personne d'autre n'a le droit d'y aller. Et c'est un endroit dont on tire notamment énormément d'argent. Métal. Monopole, bah, c'est bien pour Crozat et Louis XIV, ils sont plutôt pour le monopole, mais quand c'est eux qui l'ont. Oui, c'est un peu le problème du monopole. Donc ils vont avoir une idée un peu simple. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre des bateaux, qui vont blinder de marchandises, ils vont les envoyer au large du Chili et du Pérou, et bah, pas de bol, les bateaux vont avoir des avaries. Et puis bon, bah... Pas des choses très graves, mais bon, faut réparer. Ouais, et loi de la mer. Et puis vous allez pas nous laisser couler quand même, hein, monsieur les Espagnols. Les mecs, on est quand même à l'autre bout du monde. Donc, ils vont rentrer comme ça dans les ports espagnols. Bon, une fois que t'es sur place, je veux dire, tu vas pas laisser périr tes chèvres et ton vin. Et ouais, surtout que la population en a besoin. Donc, voilà, exactement. Tu rends un service. Donc, tu t'arranges, quoi. Ouais. Puis en échange, bon, bah, tu prends ce qu'il y a. Oui, tu comptais pas sur l'argent. Bon, mais s'ils ont que ça. Ils ont que ça pour payer, c'est con. En même temps. Voilà. Donc, quand on repart, en fait, le bateau est réparé, les coffres sont pleins d'argent qu'ils ont acheté pas trop cher, et on ramène tout ça en France. Malin comme un Chilien. Et ça dure longtemps, ce business model? Ça va durer quelques années. Ouais, quand même. Il n'y a pas un moment les Espagnols qui disent... C'est audacieux, quand même. Ouais. Mais c'est Louis XIV. Écoute, la fortune sourit au... Et ça marche hyper bien. Crozat et ses autres co-investisseurs, ils sont énormément de thunes. Bah, l'avantage quand tu ramènes de l'argent directement, c'est qu'après, tu n'as plus qu'à le frapper, quoi. Et ça fait plaisir à Louis XIV qui peut claquer la castanette de ses voisins, parce qu'il n'est pas très fan des Espagnols. Non, effectivement. Tout le monde est content. Oui. Tellement content que quand il va penser à sa prochaine start-up, Louis XIV, dans laquelle cette fois il va mettre son argent perso. Enfin, Louis XIV ou Croizat? Louis XIV. Enfin, oui. Bon, perso, la frontière est un peu... Eh ben, il va se tourner à nouveau vers Crozat, qui a l'air d'avoir le sens du commerce. Et donc, ils vont créer la Compagnie de Guinée. Nouvelle compagnie qui, je n'en doute pas... Exactement, là on est dans la pacte sociale. Ouais. On est dans l'entreprise responsable. Hein. On va lancer les bases du commerce équitable. Oui. Le principe, il est assez simple. Louis XIV, il va accorder à la Compagnie de Guinée une concession sur les côtes africaines, qui va rogner en partie sur la concession à la Compagnie du Sénégal. Qui n'est pas assez rentable, voilà. Voilà. Une exemption de 50% des douanes sur les produits de la concession. Alors, en Guinée, c'est principalement de la poudre d'or. Et sur les produits qui viennent des îles d'Amérique. Donc, le tabac, par exemple. Par exemple, le tabac. Donc, en échange, la compagnie s'engage à ramener en France de la poudre d'or et d'amener dans les colonies américaines de la main-d'œuvre africaine. Bah oui, faut pas faire le voyage à vide. Exactement. Sinon... Bon, on est d'accord qu'on parle d'esclaves. Hein. Ouais. Donc, le commerce triangulaire, quoi. Exactement. Donc, il s'engage à en amener 1000 par an. Ouais, quand même. Et on est en train de structurer le commerce triangulaire français. L'Angleterre fait ça depuis un tout petit peu plus longtemps à partir de Liverpool, mais pas beaucoup. Bref, notre Crozat, il est au cœur de tout ça. C'est lui qui structure ça. Bon. Donc après le cancer, l'esclavage, c'est cool. Exactement. Ben justement, il est moderne un peu dans sa façon de penser. Il se dit le tabac, c'est pas terrible. Du coup, ils vont avec le roi. Ils vont aller parler gentiment aux gens de Saint-Domingue. Enfin, parler depuis Paris. Hein. Oui. À qui ils vont dire, bah non, en fait, le tabac, vous arrêtez. Parce qu'on a décidé, maintenant, vous allez faire du sucre. Parce que ça rend vachement plus accro. et c'est bon. C'est bon, c'est des denrées qui sont rares à l'époque. Bref, il y a énormément de thunes à se faire dans le sucre. Donc, vous lâchez le tabac. Donc, vous arrêtez. Ce qui passe pas très bien, mais ils n'ont pas le choix. Bah non. Mais je trouve ça hyper moderne de se dire je vais switcher du tabac au sucre. C'est vrai. C'est beaucoup plus dur de prouver que le sucre provoque des cancers. Voilà, mais quand ça marche, parce que ça marche, pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait à la France? C'est le moment de devenir international. C'est la suite logique du capitalisme. Ben voilà, surtout qu'en 1701, le petit-fils de Louis XIV, Philippe V, monte sur le trône d'Espagne. Et du coup, les Espagnols sont vachement plus sympas. Et voilà, et hop,
un petit coup de rebranding, et la compagnie de Guinée va devenir la compagnie de l'Asiento. C'est vachement mieux. Et Crozat va obtenir, en plus, donc le monopole de l'approvisionnement en esclaves des colonies espagnoles. Bah voilà. Voilà. Bon, le problème, c'est que la succession se passe pas hyper bien, et ça va gêner un peu le commerce. Ah oui, il y a une petite guerre de succession en Espagne à ce moment-là. Bah oui, exactement. On a peut avoir comme ça, quand on en parle, l'impression qu'il y a un ou deux trucs qui sont pas tout à fait propres chez notre ami Antoine Crozat. Bon. Ah, mais une ligne de compte qui saute. Je veux dire, à l'époque, on n'a pas Excel en même temps. Hein. Ouais, et puis il faut lui reconnaître un truc, c'est que la traite négrière, il fait pas ça de gaieté de cœur. Ça lui pèse, tu veux dire? Ouais, en tout cas, bon, à l'époque, on sait ce que c'est. Hein. Non mais, je veux dire, sous Louis XIV, on connaît les conditions, on sait ce qui se passe exactement, on sait comment sont traités les esclaves. C'est pas hyper reluisant. Non. Bon, c'est pas mal vu, hein. Parce que bon... Faut faire de l'argent à un moment donné. Voilà, mais je sais pas, c'est comme aujourd'hui, gérer un PMU, enfin, gérer des jeux d'argent, ou... Ou Uber. Voilà. C'est pas très reluisant, mais... Mais surtout, il aime pas trop l'esclavage, parce qu'en fait, c'est pas très rentable. Oui, bah comme nous l'a appris Pierre Poivre. Exactement. Parce qu'un esclave, Non, c'est pas... alors lui, il s'en fout, ça. Hein. Lui, c'est pas son problème. Hein. Les problèmes de l'agriculture, machin, c'est pas lui, il s'en fout. Hein. Lui, il vend des esclaves. Bah, il achète quand même de la canne à sucre, donc il faut quand même qu'elle pousse. Oui, mais ce que je... Ah, ce qu'il veut... Ouais, d'accord, c'est pas rentable parce que au prix où il les achète, au prix où il la revend... Exactement. Parce que, déjà, t'as toujours un bon nombre d'ingrats qui en profitent pour fuir. Ou pire, pour mourir. Pendant le trajet. Pendant le trajet. Alors qu'ils sont quand même un peu de nourris. gratitude, les mecs, quoi. Puis en plus, il y a ces salauds d'anglais, hein, qui sont toujours prompts à nous empêcher de commercer en rond. Bah oui. Et qui, eux, cassent le prix de l'esclave. Les salauds. Les salauds. En revanche, même si c'est pas un commerce qui est très rentable, bah en fait, c'est une bonne façon pour lui d'avoir accès au port espagnol. Mhm. Et ça lui permet de faire du commerce de plein d'autres choses. Et donc, il va continuer son commerce de paella. de chili plutôt, enfin d'argent et tout ça. Et il va se faire énormément de blé là-dessus. Enfin, c'est une sorte de produit d'appel. L'esclave. Ouais. Ok. Ta tête de gondole. Bah, en même temps, il faut faire revenir les bateaux. C'est ça, c'est qu'une fois que tu as envoyé les bateaux, ils sont vides, bah, tu vas pas faire des voyages à vide. Donc, Exactement. Parce que c'est plutôt un genre de négociant de génie, notre ami Antoine. Oui, on l'a vu. Bah non, mais en plus, il est très bon dans la gestion de acheter pas cher et revendre très cher. Et en plus, quand t'as l'aide de l'État... Oui, c'est mieux. C'est mieux, et il devient riche. Parce qu'il était déjà quand même pas mal riche, là, si j'ai bien compris. Ouais, mais là, il devient vraiment riche. Si tu vois, en 1715, on estimera sa fortune à 20 millions de livres. Ouais, c'est pas mal riche. Ouais, dit comme ça fait pas mal riche. 20 millions de livres en 1715, c'est l'équivalent de 300 milliards d'euros aujourd'hui. Ouais, c'est pas mal riche. C'est Jeff Bezos plus Elon Musk. Ouais. Ça va, c'est cool. Je veux dire, dans le game... Ouais, il pèse, quoi. Ouais. Et il a beau être, d'après Saint-Simon, qui le déteste... En même temps, Saint-Simon déteste beaucoup de monde. Il a beau être l'homme le plus riche de Paris, il a quand même un petit souci. Parce que comme je disais, on est toujours dans la société du début du 18e. À l'Ancien Régime, ouais. On est toujours dans la société du roi Soleil. Et bah, l'argent, s'il est important, et tout le monde s'en rend compte, c'est pas ça qui fait vraiment ta place dans la société. Mm-hmm. Et Antoine, lui, il a une bonne idée d'où devrait être sa place dans la société. Puisque comme tous les mecs qui deviennent très riches, il est persuadé d'être meilleur que tout le monde. Ben voilà. Et donc, il va essayer de montrer qu'il est un peu plus que le premier épicier de France. Il va se mettre, déjà, pour marquer un peu les choses, il va faire construire. Toujours. Une tour avec son nom dessus. Voilà. Exactement. C'est exactement ça. Ça impressionne toujours. Hein. La pierre, ça te pose un homme. Bon, il commence à Toulouse, hein, bien sûr, proche de ses racines. Mais il va se faire construire des châteaux un peu partout. Place Vendôme, par exemple. Ah. Un petit truc qu'on appelle le Ritz. Enfin, oui. La moitié du Ritz. Il va aussi montrer qu'il est un peu plus qu'un membre de la petite noblesse de robe. En 1707, par exemple, coup de bol, sa fille est enfin bonne à marier. Ouais, elle a mis le temps quand même. Hein. Ouais.
Ouais, elle a 12 ans. Donc, faut pas trop traîner. Ouais. Et il va réussir à la placer comme épouse de Louis-Henri de la Tour d'Auvergne, comte d'Évreux, qui lui n'a que 28 ans, Donc tout va bien. et qui vient d'une famille qui en jette. Hein. De la Tour d'Auvergne, c'est pas mal. C'est Il y a des pas rues mal. et tout dans Paris. C'est pas mal. On peut la faire remonter jusqu'au XIIIe siècle. Donc, Ouais. ça te légitimise. Hein. Il y a un cardinal, il y a des évêques, il y a des comtes, il y a un maréchal de France. Ouais. Au passage, il y a Catherine de Médicis. Alors, elle est de Médicis ou elle est de la Tour d'Auvergne Par sa mère qui a dû se marier en Italie. Enfin, Ouais, d'accord. De toute façon, ils sont tous consanguins. là, on n'est plus dans le petit bain. Hein. Ouais, c'est vrai. On nage avec les requins qui ont une espérance de vie pas très longue, hein, parce qu'on verra que la famille s'éteindra en 1802. La tour machin Ouais, elle n'existe plus depuis 1802. Mais à l'époque, ça le légitime vachement. Au point qu'il va faire construire un hôtel particulier pour sa fille et son nouveau mari. Ouais, mais en fait, en même temps, ça le légitimise. Mais lui, il fait pas partie de la famille. C'est juste le beau-père, quoi. Ouais, mais... Ça éclabousse. Oui, voilà. Là, ils sont tellement nobles qu'il est éclaboussé de... Exactement. Exactement. Et donc, pour montrer à quel point il est content, il va faire construire à sa fille et au futur mari un palais qu'on appelle aujourd'hui le palais de l'Élysée. Voilà, je me doutais qu'on allait arriver un petit moment. Mais c'est pas son plus grand fait d'armes. Ouais. Ah non. Parce que même si ça permet un peu de se faire mousser, bah, ça reste un épicier. Ça reste toujours le parvenu. Bon, ok. C'est l'épicier à qui t'es obligé de... À qui tout le monde doit du fric. d'aller demander de l'argent, t'es obligé de lui sourire un peu, de faire semblant de l'aimer. Mhm. Mais derrière son dos, bah, tout le monde est conscient que ce qui compte, c'est son argent. Ouais. Et personne n'est vraiment dupe. Et Crozat, lui, ça lui pèse. Il a vraiment envie d'être reconnu. Et à l'autre bout du monde, on a peut-être la solution à ce problème. Je te parle bien du pays du carnaval, du po-boy, du tabasco et du gumbo. La Louisiane. La Louisiane, exactement. Bon, alors, à l'époque, la Louisiane, c'est un territoire qui va globalement de l'embouchure du Mississippi au Grand Lac. Ouais, tout le Mississippi, quoi. Enfin, c'est la moitié Ouais. des États-Unis. Quoi. Exactement. Qu'on sépare, c'est une partie de la Nouvelle-France, parce que, en fait, la vraie partie importante de la Nouvelle-France, à cette époque-là, c'est le Canada. Mhm. C'est Québec et tout ça. Bah, parce que la Louisiane, c'est un marais fétide. Ouais. À l'époque. À l'époque, il n'y a pas grand-chose. Mais maintenant, c'est vachement mieux. On embrasse Binous USA, Comme à chaque fois. comme à chaque fois qu'on parle de Louisiane. Et on en parle beaucoup, je trouve, en ce moment. Ouais. Et Est-ce qu'ils comprendront le message un jour la Louisiane, ça appartient à la France. Mhm. Enfin, ça appartient quand on parle du point de vue des puissances européennes, hein, parce que les habitants sur place, on leur demande sont pas vraiment. très français. On leur demande pas vraiment leur avis. Et ça appartient à la France depuis la conquête de Cavalier de la Salle, donc en 1683. Ah, donc il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Ah ouais, non. Là, à l'époque, on va être dans les années 1710. Ça fait 30 ans qu'on a conquis. Ouais, donc pas qu'on a conquis. En fait, le mec, il a traversé le truc, il a planté des drapeaux, il a dit ça, c'est à moi, ça, c'est à moi. Exactement. C'est pas vraiment une mégapole. Hein. Ouais. Il n'y a pas grand-chose. Le mec qui la dirige, donc aux alentours de 1712, c'est Antoine de Lamotte Cadillac. Ouais. Cadillac, comme le mec de Stupéflip. Et comme les voitures. Comme les voitures. Lui, il vient de Toulouse aussi, et d'un milieu plutôt aisé, mais pas aristocrate. Bah, de la motte, quand même. Non, parce qu'à cette époque-là, il s'appelle Antoine Lomé. Ah, pardon. Ça envoie moins, on comprend qu'il est Cadillac, ça pète vachement plus, quoi. Bah, comme Eliphas Lévy, je veux dire, ça peut être beaucoup plus. Exactement. On se doute qu'il y a aussi autre chose, hein, qu'il n'a pas changé de nom juste parce que ça pète un peu plus. Mais l'histoire n'a pas vraiment retenu la raison de pourquoi il a quitté la France pour aller dans les colonies et qu'il a changé de nom en arrivant là-bas. Est-ce qu'il y a un mec ou deux qui serait mort dans Moi, cette histoire je préfère croire que c'est surtout pour changer de nom. Oui, parce qu'il avait un problème d'identité. Voilà, et du coup, au passage, il devient noble. Tant qu'à faire. Je veux dire. Bon, la vie sur place est pas si facile pour lui au départ. Il galère un peu professionnellement, ce qui lui laisse le temps de faire 13 enfants. Mais il va finir par réussir à tirer son épingle du jeu en explorant pas mal la région des Grands Lacs. Et il va fonder notamment le fort Pontchartrain, du nom du ministre de l'étranger à l'époque, qui deviendra la ville de Détroit. Ah, Où sera créée une marque de voiture qui lui piquera son nom, preuve qu'il est plutôt bien choisi. sérieux, on lui a piqué son nom, genre, c'est pas un de ses descendants qui a créé la Non. marque. Non, c'est la marque et a été fondée à Détroit. Détroit fondé par Cadillac,
c'était pas son nom d'ailleurs. Mais, donc, C'est une du petite coup- ville à côté de Toulouse. Oui, parce que Hack, ça fait très sud de la France quand même. Ouais. Et donc, on lui a piqué son nom. Et donc, lui, il va se tailler son petit coin de territoire à lui, autour de Détroit, où il a l'air de prospérer un peu. Notamment avec le trafic de fourrure et d'alcool, agrémenté d'un petit peu de corruption. Oui, bah, c'est ce qui se Par fait à titre, l'époque. voilà. Oui, je veux dire, de toute façon, en même temps, en Louisiane, à l'époque, à part la fourrure et le moonshine, Exactement. Et lui, il est la Louisiane du Nord, hein, parce que Détroit, c'est la Louisiane du Nord. Hein. oui, un petit peu. Là- Mais, encore plus pour les fourrures, parce que cela dit, les fourrures en Louisiane de maintenant, Ouais. il doit pas y en avoir beaucoup. Oh, fourrure d'alligator. Oui, La tuile, pour lui qui commence à bien s'installer, c'est que on le remarque et que Louis XIV va le nommer gouverneur de la Louisiane en 1710. ouais, la tuile. Bah, oui, non, mais ça veut dire qu'il faut qu'il quitte son fort Pontchartrain et qu'il aille à la grande ville de la Louisiane, Mobile, Alabama. Qui est resté mégapole. Et lui, bah, il veut pas trop. Il veut pas trop, donc il va aller protester envers le roi. Il va rentrer en France. Ah ouais, il est chaud quand même. Ouais, il va emmener toute sa petite famille. C'est 13 gosses. Ouais, alors, qu'on se rassure, hein, ça lui coûte un peu moins cher en billets de bateau, parce qu'il y en a déjà 5 qui sont morts. Ouais. En 1712, on a le gouverneur de la Louisiane qui est à Paris, et la Louisiane, c'est pas tout à fait l'Eldorado pour la couronne. Parce que là-bas, il faut voir qu'il y a 200 Pékins. Ouais. Enfin, 200 colons. Ouais. Les autres, on les compte pas. 2 comptoirs, et une petite ville, donc Mobile, Alabama, qui démarre à peine. Mhm. Donc, pas de commerce, pas d'infrastructure, pas d'agriculture, pas de ressources naturelles intéressantes. Et il faut le ravitailler et équiper tout le monde de façon constante. Bref, ça coûte énormément d'argent et Louis XIV se demande ce qu'il va bien pouvoir en foutre. Pourquoi est-ce qu'on allait foutre dans cette galère? Louis XIV, à un moment, il se dit, mais en fait, je pourrais juste arrêter et laisser tomber, laisser tomber ça. Sauf que, à côté, t'as les Espagnols et les Anglais qui guettent. Oui, parce que les Anglais, ils sont sur la côte est. Voilà, et les Espagnols, ils sont plus au sud. Et abandonner le territoire, ça voudrait dire leur laisser le champ libre. Et ça, pas question. Ouais, non. Plutôt se couper un bras que faire croire qu'on est faible ou leur donner un petit moment de plaisir. on préfère continuer à payer et à s'endetter pour rien plutôt que de laisser le champ libre aux Anglais. Ben, c'est quand même l'histoire de la France, quoi, je veux dire. Oui. On va se mettre à chercher des investisseurs. Mhm. Donc, il va essayer avec des négociants de Saint-Malo, de La Rochelle, qui eux sont près de la mer. Ils connaissent un peu Le truc, et du coup, ils disent bah non. Bah, du coup, ils disent non. Et donc, on va se tourner vers quelqu'un dont la vanité serait flattée d'avoir à s'occuper d'un territoire aussi grand. Mhm. En 1712, Cadillac et Louis XIV vont donc discuter ensemble et se mettre d'accord pour embellir un peu le tableau. Parce que après tout, bon, il pleut pas si souvent que ça. Non. Et puis vous verrez, en bossant un peu, je suis sûr qu'on peut faire de l'Alabama une nouvelle utopie. Tu vois, le creuset où naîtra une civilisation nouvelle. Oui. Puis les Là-dessus- marais, bon, ça sèche. Là-dessus, on voit qu'ils ont été visionnaires. Bref, on va maquiller joyeusement les comptes. On va établir des rapports qui sont complètement faux et on va aller voir Crozat. En lui disant, dis donc, tu voudrais pas t'occuper un peu de la Louisiane? On te laisse tout gérer. Bon, en revanche, c'est toi qui t'occupes de gérer les ravitaillements et tout ça. Mais t'inquiète, c'est un retour sur investissement en 6 mois. Exactement. Et Crozat, lui, il voit l'opportunité de sa vie. En 1712, donc, Crozat a le monopole de tout le commerce avec la Grande Louisiane française. Mhm. Il a tout pouvoir pour exploiter les montagnes d'or et de fourrure, mais aussi pour tisser des liens commerciaux avec les Anglais et les Espagnols voisins. Les Indiens, toujours pas. Et- Pardon. Hop, en route pour la richesse et pour la gloire. Ouais. Oui, Cadillac, il est pas très ami avec les Indiens, notamment quand il a refusé de fumer le calumet de la paix, ça s'est pas très bien passé. Bref, il y a des petits ressentiments. Cadillac, il a l'air un peu d'avoir son petit caractère, le monsieur. C'est peut-être pour ça qu'il a dû partir. Ouais, parce que on verra que il s'entend pas du tout avec Crozat. En même temps, il est en train d'essayer de le plumer, donc. Ouais, et lui, il veut fortifier les villes du sud. Crozat, il veut faire des places un peu partout le long du Mississippi. Enfin, Ils sont pas d'accord, quoi. Ah ouais, non, c'est pas du tout d'accord. Bah, il se trouve qu'il n'y a pas grand-chose, en fait, là-bas. Il y a un peu de fourrure, mais le commerce décolle jamais vraiment. Les sols, bah, c'est pas vraiment des sols de compète, hein, donc l'agriculture est tellement dure que Crozat va devoir faire venir du blé de France, à ses frais.
Le roi, lui, il aide pas, hein, parce qu'il pourrait... Et Crozat lui demande plusieurs fois, il dit, mais on pourrait faire une politique d'émigration pour emmener des gens. Non, pourquoi? Non, C'est ton problème. C'est ton problème maintenant. C'est ton problème. Et 2, moi, j'ai besoin de mecs pour mon armée. Donc, Voilà. on les envoie pas au bout du monde. On oublie les jeunes entrepreneurs qui pourraient aller en Louisiane. Bref, la Louisiane, c'est pas la meilleure affaire du monde. Et on pourrait dire que c'est un gouffre financier. Oui. Enfin, ce serait un gouffre financier. Pour toi ou moi. Voilà, pour nous. Mais pas pour Antoine Crozat. Ben non. Parce que lui, il sait comment faire pencher la main visible du marché de son côté. En pesant avec ses 300 milliards de dollars. D'euros, pardon. Bah, à cette époque-là, par exemple, il va surtout le faire à coup de fausse facture. Ça aussi, il sait bien faire. Bah voilà, il va arnaquer la couronne en disant en faisant passer des fausses factures pour ses dépenses pour la Louisiane. Enfin, il s'arrange. En gros, il arrive à ne pas perdre trop d'argent. Il gagne rien, mais il est quand même gérant de toute la Louisiane. Ouais, donc ça en jette un petit peu. Ouais, ça en jette, et il perd pas d'argent. Pas de bol, 1715, notre bon Louis rejoint Alan Kardec et... Il passe de l'autre côté. Il passe de l'autre côté. Ouais. À ce moment-là vient la Régence. Et là, c'est plus le bordel. Qui va jeter un petit coup d'œil sur la finance du royaume. Finance qui ferait fuir un bon vendeur de chez CTLM, parce qu'à cette époque-là, la France doit 2,1 milliards de livres. À qui? À tout le monde. À tout le monde. Donc 30 billions d'euros. Oui, 30 billions français. Oui, exactement. On vous renvoie à l'épisode sur les grands nombres. Exactement. Et ça fait un petit peu mal. Oui. D'autant plus qu'on compte pas les 700 millions de livres qui sont en monnaie papier. Ah, oui, parce qu'on en a de là. Bref, il va falloir trouver de l'argent. Quand on veut trouver de l'argent, vers qui on va se tourner? Antoine Crozat. Pour le coup, on va pas faire comme d'habitude. Cette fois, on va aller se tourner vers les riches et on va leur dire « Dis donc les gars !» Vous voulez pas contribuer là? Non. On va leur dire « Dis donc les gars, vous avez pas un peu profité de tout ça ?» Hop, 1716, on va plus loin que le numéro vert. Le duc d'Orléans va faire une grande cour de justice. Ah oui. J'ai lu des trucs qui va s'en prendre à tous ceux qui ont un petit peu dépassé les bornes. Et on va mettre le paquet. Il y a 6000 personnes qui seront torturées. Ah oui, là, ils y vont chaud, quoi. Ils sont chauds, quoi. Voilà, t'en as qui sont condamnés aux galères et t'as des condamnations à mort. Ouais, d'accord. Donc là, Balkany, il est content de pas être né à cette époque-là, quoi. Voilà. Et Crozat, lui, il est un peu dans la ligne de mire. Tu m'étonnes. C'est lui qui va recevoir la plus grosse amende de cette cour de justice. 6,6 millions de livres. Soit... Un tiers de sa fortune. Enfin bref, on va arrêter de faire convertir à chaque fois. Mais beaucoup, quoi. Ouais, voilà, 100 milliards d'euros. Tranquille. Ouais, il se sortira bien, cela dit. Il fait pas de galère et il se fait pas décapiter, quoi. Voilà, un pognon de dingue. Oui. Mais bon, Crozat, lui, ce qu'il a, c'est la Louisiane. Et donc il va se dire, ok, très bien. Je vous rends les droits de la Louisiane. Enfin, je vous revends les droits de la Louisiane. Et sauf que ce coup-ci, c'est à lui d'évaluer la Louisiane. Et lui aussi, il va peut-être faire un petit peu de fausse... Voilà. Lui, je sais pas s'il a mis Kediek dans l'affaire. Je pense pas. Mais il va refaire le même coup. Richesse inestimable, sous-sol plaqué or, des fruits du blé qui poussent sans qu'on ait à s'en occuper. Bref, il négocie les droits de la Louisiane en échange de son amende. Bien joué. Il s'en sort pas trop mal. Ouais. Bon, il va continuer ses affaires. Il va notamment lancer la construction du canal de Picardie. Ça doit rapporter ce genre de truc. Il va continuer à commercer aux quatre coins du monde. Et en fait, on peut le voir comme un des premiers grands acteurs de la mondialisation. Ouais. C'est un des premiers. Lui. C'est un peu à lui tout seul la compagnie des Indes orientales, quoi. Finalement. Ouais, il y a un peu de ça. Bon, il y a des gens dans le consortium, mais c'est un peu de ça, oui. C'est lui qui crée le commerce triangulaire, mais après, il fait la même chose avec les Espagnols. Enfin, lui, il s'emmerde pas trop avec les frontières. Hein. Les frontières, c'est pour les pauvres. Bon, c'est intéressant de noter qu'il est jamais monté sur un bateau. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que de tous ces gens-là, il n'y en a pas un seul qui a vu la Louisiane de près ou de loin, quoi. Ah ouais, non. Ouais. Non. Et il finira par mourir en 1738. Vieux, en plus. Eh ben, oui, il a 70 ans, quelque chose comme ça. Oui, je me souviens ce que tu Il disais. est né en 75. Et vu le mec, il a quand même établi le commerce triangulaire, il a géré la Louisiane, c'est quand même un peu étrange qu'on se souvienne pas de lui. Mm-hmm. Alors, il y a une première explication qui est que, en fait, ses fils ont eu que des filles.
Ah, donc son nom a disparu. Donc son nom a disparu. La maison de Crozat, c'est 2 générations. Ouais. Donc il n'a pas eu une lignée forte non plus qui s'est battue pour défendre sa mémoire. Et il faut voir aussi que avant tout, c'est un épicier, c'est un marchand, quoi. Et Ouais, on se souvient de Colbert, en fait, on se souvient pas de lui. ouais, c'est ça. Lui, il est en fait à l'arrière-plan de tout ça. C'est lui qui finance, mais en soi, il n'a pas vraiment influé sur les grands trucs politiques. Il est dans l'ombre. Mhm. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que en France, je pense qu'on n'a pas encore non plus une grande affinité pour l'histoire économique. Non, mais que les grands marchands, quelle que soit leur moralité, enfin, ils sont moins. Bon, à sa défense, tous les marchands de l'époque ont Oui. une moralité un peu... Mais, Non, mais c'est vrai qu'on se souvient pas trop des marchands en France. On préfère se souvenir des écrivains et des nobles. Oui, c'est ça. Mais ça fait partie du truc où on pète un peu plus haut de notre cul, quoi. Pour finir sur la Louisiane, qui est-ce qui va lui racheter? C'est un autre financier, l'Écossais John Law. Ah bah oui, oui. Enfin, il va lui racheter, non, parce qu'en fait, John Law, il a pas d'argent à lui, quoi. Il va créer le système de l'eau, quoi. C'est ça. Et lui, il a énormément déjà investi dans des compagnies nationales. Et donc, il a inventé le billet de banque. Mhm. Donc, une des premières victimes de la spéculation. Et un de ses premiers artisans. Enfin, je sais pas où est l'œuf, où est la poule. Mais il va finir ruiné, comme 10% des Français à l'époque. Ouais, on en avait parlé Ouais. à l'époque de Cartouche, puisque c'est le moment où, à Paris, c'est le royaume des voleurs. Ouais. Et donc la France finira par quitter la Louisiane à la fin de la guerre de 7 ans, donc en 1763, avant d'y revenir de 1800 à 1803, et qu'elle soit prise ensuite par les Américains. Vendu, s'il te plaît, aux Américains. Oui, vendue. J'étais étonné qu'on se souvienne si peu d'un mec... Enfin voilà. Moi, j'en avais entendu parler d'Antoine Croizat cet été, quand on a commencé à parler des statues Ouais. et tout. Il a peut-être des noms de rues à... Oui, sûrement, mais d'un article qui disait, mais dis donc, on parle de la statue de Colbert et tout, mais on parle pas du fait que le palais présidentiel, le palais de l'Élysée, il a été construit sur l'argent de l'esclavage. Et là, tu fais, Alors, oui, l'argent... Je sais pas si on peut aller jusqu'à dire l'argent de l'esclavage, l'argent du transport d'esclaves. bah, Et si. et Le tabac et la canne à sucre, c'est pas cultivé par, c'est pas de la biodynamie, hein. Non, mais en fait, c'est aussi ça que j'ai vu qui était intéressant, c'est que on a tendance à résumer le commerce triangulaire à des bateaux qui font des triangles. Mais en fait, c'est beaucoup. Oui, c'est un peu plus compliqué que ça. Et surtout, c'est beaucoup plus que ça, parce que il faut récupérer les esclaves, ça fait partie du commerce triangulaire, il faut faire pousser, il faut faire l'agriculture, et puis après, il faut transformer tous les produits bruts en France. Enfin, c'est un système qui est beaucoup plus large que juste de faire circuler des bateaux. Ouais. Mais enfin, la circulation des bateaux, en fait, elle est la base de tout un système Oui. économique, quoi. C'est too big to fail, au final. Et voilà, et ça, c'est Antoine Crozat. Eh ben, on a appris beaucoup de choses. On a appris plein de trucs joyeux. Ouais, clairement. Et donc, il nous reste plus qu'à vous souhaiter de continuer à apprendre des choses, d'écouter plein de podcasts. On vous conseille toujours le label Podcut. Si vous aimez le label, n'hésitez pas à donner à son Patreon. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures. Ouais, oui. Pour 50 nouveaux numéros. Ah, 2 ans, ça fait 2 ans qu'on fait ça. Exactement. Ah bah, à la prochaine fois. À la prochaine fois.